Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 8 novembre 2024. Et puis, est-ce que vous avez aimé le nouveau thème de Mon Carnet? J'ai commencé ça la semaine dernière, sans rien dire. C'est ce que vous venez d'entendre là à l'instant, avant que je commence à parler, et ce que vous entendez d'ailleurs derrière ma voix. C'est une petite création de mon cru avec l'outil d'IA générative musicale Suno. Alors, cette semaine, c'est évident qu'on va revenir sur cette ordonnance du gouvernement fédéral de fermer les bureaux de TikTok au pays. On va aussi parler de l'IA dans les médias. Denis Talbot viendra faire son tour pour parler de son nouveau livre. On va parler avec quelqu'un de chez Amazon qui soulignait cette semaine leur collaboration avec les marchands du Québec. Et puis, on va parler d'une innovation en test présentement dans 2 municipalités au Québec pour aider les usagers du transport public. Aussi, à l'émission, mes collègues Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Thierry va nous parler d'un podcasteur belge qui célèbre les 10 ans de sa balado. Et puis Stéphane Ricoul, lui, de son côté, nous a envoyé une carte postale sonore. J'en dis pas plus. Et puis, avant tout ça, on va aller faire un tour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique comme d'habitude. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Aurélie Arsenault-Melançon, Isabelle Lindsay, Alain Lorraine, Pierre Rodrigue et David Carignan. Merci à ces 5 auditeurs pour leur écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais je vous sais nombreux. Merci de m'accueillir présentement entre vos 2 oreilles. Je suis très heureux d'être avec vous en ce moment et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu de l'autre côté de l'Atlantique? Tellement bien, avec toute l'actualité qui m'abreuve et qui me donne du matériel. Ah, mais franchement, c'est vrai ça. On est gâtés cette semaine. Ah oui, on est gâtés toutes les semaines, mais là particulièrement parce que effectivement, il y a quand même, avec l'élection de Donald Trump, plein de questions qui se posent relatives à la tech. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a peut-être pas la même perception, toi et moi, de part et d'autre de l'Atlantique, finalement. Non, mais c'est vrai que toi, t'as tort, moi, j'ai raison, mais... Bon. Alors, d'une part, ça, c'est sûr, ouais, c'est certain. Je te remercie. Bon, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. À la semaine prochaine, au revoir. Non, mais j'aimerais savoir un peu... Offrons la version étendue de la conversation, si tu veux. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que ça va vraiment changer des choses en ce qui concerne la tech? Selon toi, vu du continent nord-américain, t'en penses quoi? Ah écoute, t'as qu'à penser juste au niveau de la crypto-monnaie. Jamais ça a été pris sérieux. Et le puis, Bitcoin, wow. Oui, puis avec la réaction, les titres ont monté comme s'il y avait un lien, mais c'est surtout que là, il y a une administration qui y croit, évidemment, parce qu'eux, ils ont leur propre crypto-monnaie. Alors, il y aura de l'intérêt là-dedans. L'intelligence artificielle qui touche tout le monde. Sous Biden, il y avait un encadrement, ce qui fait très européen d'ailleurs. Et parallèlement, sous l'administration Trump, c'est le free for all. On enlève les garde-fous et c'est l'entreprise qui décidera de ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais disons que ça peut faire frissonner. Puis il y a aussi, il y a tout le contexte qui encadre le développement de la technologie, qui encadre l'économie, entre guillemets, numérique. Puis ça va des télécommunications jusqu'à la vente en ligne. Tout ça va probablement voler en éclats. Et puis, parallèlement à ça, il y a l'arrivée d'Elon Musk dans le décor. Et encore là, Elon Musk... Qu'est-ce qu'il va faire? Donald Trump a déjà dit à un moment donné, il l'a répété quelques fois, mais peut-être qu'il ne s'en souviendra plus, qu'il allait demander à Elon Musk de voir l'efficacité des agences américaines dans différents domaines. Il allait faire le ménage un peu comme chez Twitter et qu'il pouvait gagner 2 milliards de dollars, c'est ça, sur le fonctionnement de l'État? 75% des fonctionnaires mis à la rue. On va voir si finalement la classe moyenne va mieux se retrouver avec Trump au pouvoir. Enfin, mais il y a beaucoup de conséquences et je pense que un peu ce que je répondais aux gens qui m'en parlaient lundi, je pense que les 4 prochaines années vont être fortes en divertissement dans notamment le milieu de la tech. Ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment 2 manières de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide finalement, parce que... ou pas de verre du tout.
Au pas de verre du tout, non, mais je veux dire, c'est toi, le Nord-américain, peut-être, je sais pas, je préjuge, mais peut-être que pour toi, c'est le verre à moitié plein, c'est-à-dire l'ultra-libéralisation de tout ça. En tout cas, ça va être un peu, ça va faire Ah, c'est plaisir. ce que ça va être, ouais. C'est ce que ça va être. Ça va faire plaisir à du monde dans la Silicon Mhm. Valley, etc. Ouais. Hein. On se rappelle Tim Cook qui était allé se plaindre auprès de Donald Trump du DSA européen en trouvant que ça lui mettait des bâtons dans les roues, que ça devenait un problème, etc. Ou bien le verre à moitié vide, c'est de notre côté à nous, du côté Oui. européen. Et Qui nous, est on encore en train de se vider un peu plus. Ouais, si on veut. Mais il y a déjà eu des. Non, mais avec tout l'encadrement qui est là, déjà le verre a commencé à se vider. Et là, tu rajoutes une couche de libéralisme. Le verre, là, il reste des gouttes dans le fond, là. Si tu veux, ouais. Écoute, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Il faut voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu entends? Je pense qu'il y a des inquiétudes, mais il y a de fausses inquiétudes en réalité. Il y a des inquiétudes sur le côté, oh là là, le méchant Trump va tout casser. Et en même temps, je pense qu'il y a un petit peu de désir de ça parce qu'on est allé un peu trop loin en matière de réglementation dans le numérique en Europe. Donc, ce serait un prétexte à revenir en arrière? Écoute, alors déjà, c'est pas Trump qui va faire la loi européenne, c'est pas la question, mais il peut nous imposer des mesures de rétorsion si avec les droits de douane, etc. C'est une arme qui peut marcher dans les deux sens. Hein. Mais déjà qu'il vous a sauvé d'une guerre, ça on l'a appris il y a une semaine ou deux là. Si en plus il peut nous sauver d'une faillite technologique, effectivement, ça serait super. Bon, en tout cas, je pense que il va se passer ou il va rien se passer en réalité. Ouais. Il y a peut-être ça aussi. Mais c'est quand même intéressant de voir si ça va être un coup de boost pour les entreprises de la tech et qui vont pouvoir un peu plus s'émanciper, ou bien au contraire. Et puis, vu de l'Europe, ce serait un retour en arrière. Ou bien, et en fait, les choses vont continuer comme elles sont aujourd'hui et il n'y aura pas beaucoup de changements. Mais il y a ça aussi, hein? Ça, c'est notre âge vénérable qui peut nous permettre de faire ça. Quand on regarde avec le temps, peu importe les administrations et de quel côté elles étaient, quand tu regardes l'évolution de la technologie, c'est une industrie qui est portée par essentiellement un monde où il y a des actionnaire, il y a un profit à être fait, et puis c'est leur bonheur. Mais pas du tout. Alors pas du tout, parce que nous, vu de France, pas du tout. La technologie, c'est pour rendre le monde meilleur, pour que les hommes puissent accéder au savoir et pour émanciper l'individu. Alors tu te trompes complètement. T'as pas le thème des Calino, toi, que tu pourrais démarrer sur tes propos? Non, mais sérieusement, Jérôme, si on avance aussi rapidement dans la technologie, juste il y a 20 ans, la guerre des microprocesseurs où à 6 mois, il y avait une nouvelle puce qui sortait et puis qui rendait obligé tout le monde d'acheter un nouvel ordinateur si on voulait être capable d'utiliser les périphériques autour. Ouais. Il y a une économie qui est là. Alors, j'ai pas l'impression, ça va faire, selon moi, humblement, ça va faciliter l'évolution de la technologie. Maintenant, est-ce qu'elle va aller dans un bon sens ou dans un mauvais? Ça, on va le voir avec le temps et c'est les années qui nous le diront. Ouais, c'est sûr que les 4 prochaines années, si j'étais un entrepreneur américain, je pense que j'aurais le sourire aux lèvres parce qu'on va décloisonner. Mais il y a un secteur, par exemple, dans la tech qui va avoir mal aux États-Unis et c'est tout le dossier de l'immigration. Tu le sais lors de l'époque Trump, on avait fermé les portes. Et puis quand on sait qu'aux États-Unis... Oui, mais il y avait le COVID aussi, hein, qui avait contribué à ça. Même avant la COVID quand même. Merci d'essayer de l'aider, là. Mais souviens-toi la difficulté que les gens en Silicon Valley avaient pour faire renouveler leur carte, leur permission de travail, des gens qui venaient d'Inde, des gens qui venaient d'Asie. Et puis, tous ces gens-là se disaient, non, vous repartez chez vous, priorité à nos cerveaux ici. Est-ce que tu ne crois pas qu'il a avancé par rapport à ça? Il a évolué? Non. Non, parce que ce qu'il promet aux Américains, je ne veux pas sortir de la tech, mais ce qu'il promet aux Américains, c'est Make America Great Again. Donc, on veut revenir avec des valeurs américaines, les Américains d'abord. Écoutez, cette semaine... Les boîtes de tech ont bien fait passer le message qu'elles avaient besoin des cerveaux du monde entier, pas seulement des cerveaux américains. Oui, mais ça ne passe pas. Ça passe pas parce que devant l'électorat elle voit pas ça. Puis de l'autre côté, elle regarde tout le dossier de la voiture, les voitures vertes, les voitures électriques.
Trump était contre ça, alors que le gars qui le finance le plus et qui a mérité le plus à sa victoire, c'est quand même Elon Musk. Moi, j'ai hâte de voir s'il va se retourner. Qu'est-ce qu'il va devenir, alors, selon toi, Elon Musk? Est-ce que, déjà, est-ce qu'il a des chances d'avoir véritablement des responsabilités au sein de l'administration Trump? Donald Trump, en campagne, disait qu'il voulait lui donner le mandat de revoir l'efficacité des entreprises, des agences. Mais c'était pas directement lié à la tech, en fait. C'était plus son côté management. Oui. C'est délicat pour lui, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est d'abord et avant tout un homme d'affaires qui fait des affaires en Chine, qui fait des affaires en Russie, qui fait des affaires dans des pays où les États-Unis ne sont pas nécessairement bien vus. Et ces business, elles doivent avancer, là. Et voilà. Il fait quand même des fusées, des voitures et... Mais c'est là où l'un pourrait peut-être un peu tempérer les ardeurs de l'autre, et dans les deux sens. Ouais. Mais bon, Trump étant qui il est, et avec les gens qui vont l'entourer, il va avoir beaucoup de jeux de coulisses et de pression, là. La question, c'est de savoir aussi s'il va un peu lâcher la main sur ses entreprises, soit X, SpaceX ou autres, pour s'occuper un peu plus justement de politique ou pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même un nouveau champ qui s'ouvre. J'ai vu que tu avais consacré un article sur ton blog Moncarnet. Oui, un grand dossier. Ouais. Un gros dossier à ça. D'ailleurs, ça m'a un peu choqué, ton article, je peux te le dire. Ah oui, pourquoi? C'est pas l'article qui me choque, c'est l'illustration. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Les photos exclusives de Donald Trump. Mais vous n'avez aucune éthique dans ton pays. Ah bon? Tu as mis une fausse photo de Donald Trump. Une vraie fausse photo. Une vraie fausse photo de Donald Trump générée par intelligence artificielle. Tu as fait ça sur Grok, j'imagine. Ben oui, pour avoir une telle qualité. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon, elle n'est pas méchante, cette photo. C'est Donald Trump à son bureau qui téléphone. C'est totalement ressemblant, sauf que c'est pas lui. Ben non, c'est la création de l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est sponsorisé par Elon Musk. Alors, je me suis dit que j'étais politiquement correct de l'utiliser. Ouais, mais écoute, alors moi, je ne trouve que, déontologiquement parlant, je ne suis pas d'accord. En plus, tu précises pas que c'est fait par intelligence artificielle. Non, mais si on me le demande, ça me fait plaisir de le confirmer. Si on me le demande, oui, mais attends, il y a des... parfois, il faut dire les choses avant qu'on te pose les questions. Bon, je serais curieux de savoir ce qu'en pensent nos auditeurs. Ah, ben je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils spécifiquement, non, mais posons la question. Spécifiquement, je vous invite à venir faire un tour sur moncarnet.com. Voilà, vous cliquez sur la tête de Donald Trump. De mon carnet. Exactement, on va voir l'impact qu'on a. Et donc, vous allez sur cet article, l'impact d'un second mandat de Trump sur la tech. Vous regardez la photo principale et vous dites si oui ou non. Est-ce que ça vous choque? Ça vous choque que ce soit une fausse image d'un vrai personnage? J'aime bien ton appellation, une vraie fausse image. Une vraie fausse image, parce que moi, c'est peut-être quand même, pour l'instant, c'est la limite que je me fixe. De ne pas recréer des images. J'utilise, comme toi, l'intelligence artificielle pour générer des illustrations, mais je m'interdisais jusqu'à présent de générer des personnalités ou des lieux réels. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas piquer des photos d'agences de presse et tu les pépères? Non, je vais taper dans les photos libres de droit, Creative Commons ou autre. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donald Trump dans son bureau avec un téléphone du Creative Commons. Pas une chance. Ah ben non, c'est sûr. Bon, écoute, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, il se passe des choses également chez vous. Parce que nous, on réglemente, mais vous, même sans réglementation, vous y allez à coups de pied dans le derrière contre les gens qui vous dérangent. Alors ça y est, vous avez foutu TikTok dehors au Canada. Exactement. Pourquoi attendre? Pourquoi faire des règles qu'ils ne vont pas respecter, puis on en refait d'autres, puis ils ne respectent pas. Vous faites moins de bruit, mais le jour où vous prenez une décision, ça rigole pas. Hein? Exactement. Et bienvenue au Canada. Et donc, c'est ça. Alors, au Canada, maintenant, TikTok n'a plus le droit d'avoir une place d'affaires, donc un siège social au pays. Ils ont été, cette semaine, gentiment remerciés. Alors, il y a une ordonnance gouvernementale qui leur demande de fermer leur bureau à Toronto. Ouais. C'est une trentaine de personnes qui perdent l'emploi. Et donc, la place d'affaires n'existera plus. Donc, officiellement, TikTok n'est plus présent au Canada. Mais ça veut dire que les gens n'ont plus accès à l'application? Non, c'est ça. Le gouvernement, dans sa grandeur d'âme, a décidé quand même de permettre aux Canadiens de pouvoir poursuivre leur utilisation de l'application TikTok. Mais où ça va faire probablement mal, c'est que les créateurs pourront toujours mettre de leur création. Donc, moi, je vais toujours mettre mon 120 secondes de tech là-dessus. Ouais, sauf que
Oublie Oui, la parce que je vois que tu es monétisation. très actif sur TikTok, toi. Ben oui, puis il y a 200 000 personnes qui viennent écouter chaque jour, je ne me plains pas. Mais donc, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de monétisation. Il ne sera plus possible pour les créateurs canadiens de recevoir en retour parce Ah que ouais, TikTok n'est plus présent au Canada. d'accord. Donc en fait, Ouais, vous avez fait ce que Trump voulait faire il y ouais, a 5 ans, ouais, c'est même plus, exactement. je sais plus, Ouais. qu'il n'a jamais fait, et Mhm. qu'en plus, il n'a plus envie de faire. Parce que là, maintenant, il aime bien TikTok. Oui, exactement. Puis Hein, il trouve pourtant, ça cool. et encore aujourd'hui, sous l'administration Biden, il y a encore le coup près qui est juste au-dessus de la tête. D'ailleurs, TikTok a été se défendre en cours Ouais, avec le grand patron de ByteDance qui a été voir à Washington les élus, puis aussi après le tribunal en disant, mais nous, on invoque le premier amendement américain qui nous garantit, c'est drôle, d'une la compagnie liberté chinoise, d'expression. qui nous garantit la liberté Ouais, c'est énorme. d'expression. Mais bon, là, on attendait la nouvelle, mais sachant que Trump arrive le 20 janvier et que lui, il est pro-TikTok, ben, l'affaire est réglée. C'est incroyable. Ouais. Il se méfiait des États-Unis et il n'a pas vu arriver le coup depuis le Canada, dis donc, chez TikTok. Bref, là, ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, c'est qu'on ne badine pas avec le Canada. Ah, en effet. Voilà. Écoute, je suis très impressionné et je pense qu'on va retenir la leçon. Et peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on essaiera Vous de... porterez le pantalon. Voilà, on a la culotte, on dit chez nous. Ah, bon, OK. C'est la Peut-être culotte. qu'à part faire des lois, on arrivera un Ouais. jour à les faire appliquer. Hein. On ne Ouais. sait Mais tu sais jamais. que chez nous, la culotte, elle se porte sous le pantalon. Oui, mais Ouais. nous sommes un pays de révolution où les sans-culottes avaient la culotte par-dessus, si tu veux. Enfin voilà, c'est intéressant comme débat. Hey, on est rendu loin, hein? Ouais. Ouais. De ton côté, vous parlez de quoi? Eh bien, écoute, cette semaine, moi, je vais revenir sur l'effet Trump, si tant est qu'il y a un effet Trump, avec un invité. Ah, j'ai hâte de voir qui- qu'est-ce qu'il va dire, lui. Voilà. Mais au-delà de l'effet Trump, c'est la question de l'innovation en Europe, si tu veux, hein, parce que voilà, on est un peu, on s'en sort pas, quoi. On est à la traîne. Non, mais c'est vrai. Je vois le verre baisser, Oui, baisser. exactement. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas possible. On a les startups d'IA qui patinent. On va se faire bouffer par les Américains. Là, si en plus les Américains nous décident de se refermer sur eux-mêmes, Ouais. qu'est-ce qui va nous rester? Pas grand-chose. Voilà, donc c'est André Le Secreux-Pietri qui dirige une organisation ici en France qui s'appelle JEDI, c'est une abréviation, mais en gros, il se veut un peu la DARPA européenne, donc Oh, quand même. une organisation de recherche sur les projets très avancés pour essayer de guider un peu, de donner des directions aux responsables politiques européens pour pas juste se faire surprendre. C'est vraiment intéressant sa vision. Et puis sinon, Bruno, je ne sais pas si tu as l'habitude de réparer toi-même tes téléphones mobiles quand ils sont en Non, panne ou tes non, produits je high-tech. change. Voilà, donc tu ne vas pas sur iFixit, mais moi, j'ai pourtant interviewé la représentante française de iFixit, c'est ce site américain Oui, qui est spécialisé dans la réparation des produits high-tech. Donc c'est assez intéressant. qui est la Comment réparer référence son dans le domaine. smartphone? Ouais. Tout à fait. Et on parle de la manière dont on peut réparer son smartphone soi-même et puis aussi de ce que ça a changé au fil des années parce que mine de rien, leur action a aidé et a poussé les constructeurs à être un peu plus durables et à faciliter les choses. Ouais. Quand on parle de gens qui ont un impact à moyen et long terme, ça, c'est tellement un bel exemple. Absolument. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Mais ils continuent à exister et ils distribuent de plus en plus de kits de réparation pour les produits. Wow. Voilà. Donc, c'est à écouter dans le cadre de Mon Numérique. C'est à écouter dans Monde Numérique cette semaine, mon cher ami. Jérôme, je te salue. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Je te laisse Pareillement. retourner à ton podcast et puis moi, je poursuis. Et je te dis J'étais à la ravi semaine prochaine. de cette incursion sur ton territoire canadien. Tu étais le bienvenu ici en France et on se Et retrouve tu la es semaine toujours prochaine. le bienvenu au Canada, contrairement à d'autres. Ouais, parce que moi, je travaille pas chez TikTok. Ouais, Allez, exactement. ciao, T'as ciao. tout compris. Salut, bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à mon carnet. Alors, cette ordonnance faite par le gouvernement canadien à la direction de TikTok de fermer leur bureau au pays, ça découle d'un examen sur les risques pour la sécurité nationale. Et c'est un examen qui a été réalisé par plusieurs joueurs de la sécurité au pays. Qu'est-ce que c'est exactement ce risque ou ces risques? Donc, pourquoi on oblige ByteDance à fermer les bureaux de TikTok au pays? J'en discute à l'instant avec l'expert en sécurité, Steve Waterhouse. Bonjour, Steve.
Bonjour Bruno. Steve, comment tu perçois ça, cette nouvelle-là? Ben, il y en a qui vont questionner comment ça fait que TikTok, il y a des présences en sol canadien. Donc, il y avait un bureau à Toronto, un bureau à Vancouver. Ça sert donc aux créateurs de contenu d'avoir un pied dans vraiment dans l'environnement où ça va vraiment orienter les interventions vers cette clientèle de cette localité, Mhm. donc pour le Canada au complet. Et qui, après une analyse quand même sérieuse d'un point de vue économique, d'un point de vue sécurité nationale, avec plusieurs recommandations des agences de sécurité, nommément le SCRS, ben, le gouvernement a décidé à ce moment-là de réduire le risque et d'envoyer un message, réduire le risque donc de compromission d'informations personnelles et d'envoyer un message aussi à ByteDance, barre oblique, le Parti communiste chinois, de dire, regardez, nous, ça nous tient à cœur la protection des renseignements personnels et surtout la vie privée des gens. Donc, notre évaluation nous dit qu'on serait peut-être mieux de porter cette action-là, fermer ces bureaux ici en sol canadien, toujours par contre en continuant de donner l'accès et de permettre aux Canadiens de s'en servir TikTok comme moyen de communication. Et c'est bon de le rappeler parce que, bon, c'est la fermeture officielle des bureaux de ByteDance au Canada, Ouais. mais c'est pas TikTok seulement, c'est dans l'environnement de tout ce qui s'est passé récemment, mais aussi dans les dernières années avec la Chine. Il y a un contexte là, pour que le gouvernement canadien réagisse comme ça. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on reproche exactement à l'entreprise? Ben, le reproche repose toujours, encore une fois, sur la capacité, et je devrais faire une parenthèse rapide ici, suite à la réforme de la loi sur le renseignement en Chine du Parti communiste chinois envers les entreprises en 2017 qui s'est orchestré. Et cet amendement-là fait en sorte que, à volonté, le Parti communiste chinois peut exiger à ces compagnies, dont le siège social est en Chine, de fournir toute pièce d'information ou n'importe quoi qui pourrait à ce moment-là satisfaire les besoins du Parti communiste chinois. Or, ByteDance étant son siège social justement en Chine, euh, se ne peut pas se soustraire à cette loi-là et devrait obtempérer aux demandes du Parti communiste chinois. Donc, les agences de renseignement à travers la planète, les agences de sécurité, je devrais dire, ont fait des évaluations quand même depuis plusieurs années. Et dans ce cas ici, ça remonte vraiment à la fin de 2022, où une note de service a été rendue publique de la part du Service canadien de renseignement, faisant état justement des dangers que présente l'utilisation de TikTok dans la polarisation des messages, dans l'influence indue des gens, jeunes ou moins jeunes. Et de cette façon, tous ont été dans la direction de dire faut bannir ce genre de moyens parce que l'algorithme est bâti de façon beaucoup plus serrée à influencer les gens. Puis je dis de façon serrée parce que c'est restreint à l'intérieur, ce n'est pas ouvert. À l'intérieur de Biden, c'est restreint. Et si on fait un bref comparatif, Bruno, avec d'autres plateformes, ben c'est que son taux de pénétration est quand même très fort. C'est un succès pour cette plateforme-là. Ça, tu l'en parles souvent. Mais il reste toujours bien que côté protection de l'intégrité électorale, parce que les Américains ils en ont fait justement l'élaboration de plusieurs scénarios juste à temps qu'arrive l'élection récente, mais notre taux s'en vient. Donc, je crois ici que le gouvernement a pris une mesure proactive afin d'aider les citoyens canadiens à ne pas se faire influencer, du moins lancer un message à la compagnie mère de ne pas s'essayer, puis ils les ont à l'œil de façon courante là, par rapport à ça. Tu le mentionnais, donc, c'est l'entreprise qui doit fermer ses portes au Canada, mais le gouvernement canadien n'enlève pas le droit aux Canadiens de l'utiliser, autant pour visionner ce qui est disponible là que pour produire du nouveau matériel et le distribuer. Mais en utilisant l'application, quel risque encourent les Canadiens qui continueront d'utiliser l'application? Et c'est plaisant que tu en parles, Bruno, parce que dans le message officiel qui a paru mercredi dernier, ben, le gouvernement canadien il le stipule là-dedans. On vous permet toujours d'utiliser cette application, mais appliquer les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Donc, les gens, faut qu'ils en prennent connaissance ou qu'ils se rappellent que les meilleures pratiques, ben, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on génère sur, encore là, n'importe quel média social. Et dans ce cas ici, c'est TikTok. Les capsules qui sont produites, si mon souvenir est bon, c'est toujours des capsules de petite durée et qui a un fort impact, encore une fois que les mots-clés et le message a été entendu, il va être répliqué dans ces communautés. Fait que
plus qu'on donne sur n'importe quel média social encore, plus qu'on donne d'informations personnelles, plus qu'elle peut être recoupée dans d'autres contextes et même peut-être de juste réutiliser en souvent déformant le message original, si ce n'est que d'éliminer le contexte. Ce qui fait en sorte qu'on a eu des exemples dans un passé pas si lointain que les messages ont été déformés et ça disait tout autre, malgré que c'était la voix et les agissements officiels d'une personne. Alors, c'est un peu ce rappel-là que faites attention lorsque de l'information est générée dans un contenu de média social, et dans ce cas ici, TikTok, ben, risque de, encore une fois, vous placer peut-être dans une situation que vous auriez jamais imaginé que ça pourrait arriver. Et ça, c'est sans parler de, et ça, c'est une pratique qui est vraie dans la plupart des réseaux sociaux, mais toujours important de le rappeler. Systématiquement, on va vous demander à l'occasion de vous mettre en contact avec vos amis qui sont présents sur cette plateforme. Et donc, on vous demande d'avoir accès à votre carnet d'adresses qui est sur votre téléphone. Évidemment, par pur geste de courtoisie publique, mais aussi pour des raisons de sécurité, on vous invite évidemment à ne pas le faire parce que ça veut dire, puis particulièrement dans le cas de TikTok, parce que ça veut dire que TikTok aurait accès à toutes les adresses et numéros de téléphone là, que vous avez sur votre téléphone. Ça peut paraître banal, mais si à un moment donné, si vous avez les coordonnées de quelqu'un qui serait visé par une opération, on jase, là, chinoise. Dans le cas de TikTok et de ByteDance, c'est donc du gouvernement chinois, ben, ces informations-là pourraient être recoupées et retrouvées et on pourrait utiliser des informations qui proviendraient de votre téléphone. Ça peut sembler banal, mais un vieux numéro de téléphone qui appartient à une personnalité, un homme politique, un député, un patron d'entreprise, ça peut faire des dégâts sans qu'on le sache. Et il ne faut pas sous-estimer cette menace-là, Bruno. Les gens s'en méfient peu parce que c'est hors portée. Je veux dire, c'est loin des yeux, loin du cœur, comme on dit communément. Ce qui est plus vrai. Sur la planète, en 2024, bientôt 2025, on est à 2 clics d'une personne qui est sur un autre continent complètement. Alors, le gouvernement chinois poursuit quand même son acquisition et son étalement géopolitique sur la planète. Ils ont pris beaucoup d'espace sur l'économie africaine, se manifestent davantage en Europe et aussi, de façon très subtile, ici en Amérique du Nord. Alors, si vous pensez que juste vos actions personnelles ici au Québec ne fera jamais écho en Asie, voire en Chine, détrompez-vous, parce qu'il s'agit qu'il y ait juste un incitatif économique et que vous en faites partie de ce décor-là économique, ben voilà. Tout ce que tu as mentionné, Bruno, va avoir lieu d'être d'intérêt pour ce parti-là. À titre d'exemple, il y a quelques années, je veux dire, quand il y a eu la négociation des minerais de potache là, dans la Saskatchewan, ben, ni un ni deux, ceux et celles du gouvernement chinois qui étaient en négociation, ben, ils se sont pas juste attardés à cette négociation de potache en Saskatchewan. Ils sont allés pirater le cabinet d'avocats à Toronto. Donc, quand même à quelques milliers de kilomètres de distance, mais tout ça pour avoir justement une vision prioritaire sur les stratégies et avoir l'avantage à la table de négociation. Alors, quand on parle qu'ils ont cette vision 360, détrompez-vous quand vous dites non, 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 c'est juste on va juste se concerner pour notre petite affaire ici au Québec. Là, c'est plus vrai, ça. Là. Fait que pensez large et toutes petites actions comme ça commises sur les médias sociaux peuvent justement vous désavantager premièrement et leur donner évidemment l'avantage. Et Steve, cette décision du gouvernement canadien, là, qui est en lien avec la loi sur le commerce et les entreprises étrangères qui viennent s'installer ici, ça, c'est une décision, mais parallèlement, il y a toujours en cours une étude, une évaluation qui se fait au niveau d'une agence du gouvernement canadien et aussi du Québec par rapport à la dangerosité de TikTok. Oui, puis encore, je vais te donner le simple exemple, Bruno, comme je mentionnais tout à l'heure, de l'influence indue dans un contexte électoral. Ça, c'est qu'est-ce qui nous guette prochainement. Et prochainement, c'est de maintenant à octobre l'année prochaine. Les Américains l'ont vécu. Les Américains ont déclaré, les agences de sécurité ont déclaré qu'ils n'ont pas eu de troubles d'ingérence. Ils l'ont vu avant. Ça a été annoncé que des acteurs de la menace extérieure, ben, ils ont tenté leur chance. Là, vraiment, ils ont généré des faux messages, faux vidéos et fait à ce moment-là des campagnes pour rappeler les électeurs à ne pas aller voter ou détourner les gens.
Ben, c'est un peu par ça, de cette façon-là, que les Américains aussi avaient tenté le tout pour le tout de bloquer complètement TikTok aux États-Unis. Puis on en a entendu quand même plusieurs séquences dans les dernières années. C'est un peu, je crois, dans cette mouture que le Canada veut aussi protéger l'électorat canadien contre justement l'utilisation particulièrement de ce média social. Et j'aime, Bruno, juste rendre ça plus large parce que sous Cambridge Analytica, on a vu que Facebook il est capable, dans cette plateforme-là, Mhm. de faire aussi le même genre de stratagème. Quoi qu'ils ont été rectifiés judiciairement parlant, et c'est ça la grande différence d'un média social nord-américain. Donc, le système de justice est capable d'aller leur faire comprendre ce qu'ils font pas correct et qu'ils peuvent le rectifier, malgré une plateforme étrangère, dans ce cas ici, la Chine, qui, la portée judiciaire n'a aucune influence. Fait que ça, fondamentalement, il faut que les gens gardent ça en tête par rapport à pourquoi c'est plus grave chez TikTok que Facebook. Steve Waterhouse, spécialiste de la cybersécurité, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions et puis ben, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Bonne fin de journée, Bruno. Salut. On va aller faire un tour à San Francisco maintenant pour parler à une ex-journaliste de la presse que vous avez sûrement déjà lu à l'époque, qui est passée par le Devoir juste avant de quitter le pays pour aller explorer en Californie le futur des médias et en particulier l'impact de l'IA sur ceux-ci. Et parenthèse, si j'ai un conseil à vous donner pendant que vous écoutez notre conversation, c'est d'aller vous abonner à sa page LinkedIn pour suivre ses publications si l'IA vous intéresse évidemment. Ça regorge d'informations très pertinentes, très intéressantes sur le sujet. Je ferme la parenthèse. Bonjour Annabelle Nicoud. Bonjour. Annabelle, vous avez eu le goût d'aller vous immerser dans le monde du numérique de demain en passant beaucoup de temps dans le monde de l'IA. Oui, c'est absolument ça en fait. Oui, la démarche, comment? Il y a une cohérence, je vous rassure. Ben, en fait, ce qui m'a toujours fasciné dans le monde des médias, dans le journalisme et en arrivant à la presse, donc à la fin des années 2000, donc quand même il y a quelques temps, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est toujours les nouvelles possibilités que le numérique apportait. Donc c'est sûr que la transformation digitale, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc à la presse, quand on est passé avec le iPad, Mhm. c'était vraiment pour moi une mini épiphanie de voir comment est-ce qu'on pouvait arrimer une nouvelle forme de storytelling avec un nouveau produit, créer des nouvelles habitudes. Puis au devoir, c'est vraiment aussi ce qui m'a fasciné quand je suis arrivée là-bas, c'était dans un contexte de transformation et d'innovation éditoriale. Donc en effet, quand je suis déménagée en Californie il y a quelques années, j'ai poursuivi cette exploration-là en travaillant avec Apple News. Vraiment, où c'est l'app de nouvelles. Donc, à la fois, il y a une place très humaine, il y a une valorisation des contenus journalistiques, des articles, de choix, en fait, éditoriaux qui sont faits par des humains qualifiés, en tout cas, comme moi. Mais, en même temps, dans un environnement algorithmique. Donc, il n'y a pas toute la place qui est laissée à l'algorithme. Et on veut éviter, en tout cas, le but de l'app, c'était d'éviter d'enfermer les gens dans un écho. Donc, bref. La table était mise quand l'intelligence artificielle a pas commencé il y a 2 ans, là, mais quand Quand on a ChatGPT, commencé à en beaucoup parler. voilà, quand ChatGPT est sorti, c'est sûr que c'était un gros truc. Puis d'être à San Francisco en tech, ça a vraiment, tu sais, j'ai comme, tu sais, on est dans l'épicentre là, donc Avez-vous depuis. senti un courant d'air passer? Ouais, bah en fait, écoute, c'est fou. Après, je me dis, Annabelle, calme-toi. C'est d'ailleurs une conversation qu'on peut avoir toi et moi ensemble, puis que j'ai déjà eu avec Chloé ou certaines autres personnes de l'autre côté de la frontière. Tu sais, c'est comme l'intelligence artificielle, là, c'est gros, mais c'est pas vrai que tout le monde mange que ça toute la journée. Cela dit, quand tu es dans le milieu tech, startup, qui est un milieu que je fréquente beaucoup Mhm. actuellement, donc en travaillant avec IBM, et en même temps, comme consultante un peu pour Wanifra, donc une association de publishers, Ça, c'est c'est World Association for News Publishers. Hein, c'est ça? exact. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je rencontre des personnes qui sont à fond là-dedans. Mais que ce soit nettoyer l'espace grâce à l'intelligence artificielle, développer. J'ai rencontré un Québécois qui est extrêmement tripant et qui travaille qui a fondé sa compagnie où ils utilisent en fait l'IA pour accélérer le développement en recherche du cancer. Donc vraiment, toi après tu te dis bon, tu sais moi, j'écris des textes plus rapidement. C'est pas le même impact, mais c'est un boom, c'est un boom. Tout le monde ne parle que de ça. J'ai l'impression, je suis dans un miroir Ah grossissant, ouais.
Ouais, non, il y a vraiment de quoi. Mais en 2022, oui, mais là, l'année était comme, là, c'est une grosse année, puis, tu sais, je pense on n'est pas encore essoufflé du tout. Ouais. Je Mais, pense pas. mais est-ce que tu as l'impression que en Californie, bon, on peut penser à des grosses boîtes comme le Los Angeles Times, mais puis les médias électroniques qui sont quand même importants. Est-ce que tu as l'impression que eux ont déjà embrassé l'IA? Est-ce que tu sens que parce que je comprends que dans un monde de start-up puis de géants qui travaillent à développer des nouvelles solutions, il y a cet appétit pour l'IA, mais de l'autre côté, ça c'est ton autre chapeau, il y a celui de journaliste ou enfin Ouais. d'artisan de la presse sur tous ces angles. Est-ce que tu sens que entre ceux qui sont en train de créer les outils et ceux qui pourraient les utiliser, ça avance au même rythme en Californie? Non, non, c'est une super bonne question. Je pense qu'il y a, en effet, j'ai beaucoup de conversations avec des salles de rédaction aux États-Unis, en Europe. Je pense que c'est pas aussi, comment dire, l'élan est pas partagé de la même manière. Ou même quand tu as l'impression que peut-être il y a un élan parce qu'il y a eu beaucoup de postes qui se Mhm. sont créés. Finalement, c'est aussi difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce que l'IA a changé vraiment dans le paysage médiatique. Enfin, je pense que les On salles n'est de pas encore rédaction, là, là. ben non, c'est ça. Les salles de rédaction en Europe qui avaient vraiment été très, très innovantes. Donc, elles sont toujours dans la même recherche d'innovation, dans des outils qui sont déjà mis en place. Je trouve que aux États-Unis, quand même, dans des grands groupes, tu vois, Hearst vient au San Francisco Chronicle, vient de nommer sa personne en charge de la stratégie éditoriale avec l'intelligence artificielle. Donc, clairement, il y a Mhm. des efforts et des moyens qui sont mis là-dedans. Mais pour l'instant, ça a pas, je pense que ça a pas, on peut pas dire, voici une claire utilisation. Même le New York Times, c'est pas Non, c'est pas encore excessivement clair, oui. clair, qu'est-ce qui se passe avec ça. Même si le patron de Perplexity AI voudrait bien que son outil serve à remplacer les journalistes dans le contexte de la conflit, là. Mais ça, c'est une autre chose. Ouais, mais écoute, le point que tu amènes là, c'est j'ai beaucoup de conversations avec ces boîtes-là. Et en fait, le truc que j'ai fait hier soir pendant on se parle au lendemain de l'élection américaine, c'est de regarder tous les outils en fait qui ont l'ambition de remplacer Google finalement. Donc comme Perplexity Search, comme ChatGPT Search, comme SearchGPT, aussi Liner, une app Mhm. Bigo qui, je sais pas si elle est disponible au Canada. Et je pense que ça, c'est comme quelque chose que je vois beaucoup, c'est des géants de modèles multilingual, large language model qui se positionnent sur comment est-ce qu'on peut intégrer la news, parce qu'on le sait très bien, la nouvelle, je veux dire, la curiosité des gens, elle est portée par la nouveauté. Et c'est pas tous les jours que tu te poses des questions sur les champignons ou sur la structure de l'espace, en fait. Mais, donc, ce que tu veux avoir, c'est de l'actualité. C'est ça qui crée quand même de l'engagement. Et je trouve que ce positionnement-là, en tout cas, me fait penser qu'on va évoluer vers... en tout cas, il y a un intérêt. Je sens un Mhm. intérêt excessivement fort en ce moment. Oui, puis ce qui explique aussi, ou en tout cas ce qui met en contexte, toutes les ententes avec la quinzaine de grands groupes de médias qu'OpenAI a fait récemment là, pour Hmm. s'assurer, d'une part, d'être kosher par rapport à l'utilisation du contenu, mais surtout s'abreuver en actualité. Mais je voyais en furetant sur ton compte LinkedIn qu'aujourd'hui, les gens de la World Association for News Publishers, ils s'intéressent vraiment beaucoup à la question de l'utilisation de l'IA. Vous êtes en train de créer un événement là-dessus? Alors en fait, Wanifra, ils font plein de choses et c'est génial. Donc ils ont un forum à Paris avec lequel j'ai absolument rien à voir. Moi, j'ai commencé à parler avec eux au printemps, en fait, où ils voulaient avoir une genre de correspondante à San Une Francisco. antenne? Voilà, dans le cadre de développer aussi un study tour, mais ils en font partout et tu es sûrement familier avec leur offre. Ils ont beaucoup de thèmes différents. Ils ont quand même vraiment exploré beaucoup de choses. Maintenant, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a clairement un appétit, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y a aussi une demande peut-être de certains patrons de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde en parle et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, l'événement sur lequel je travaille, en fait, c'est d'avoir une partie des membres, en fait, qui peuvent venir ici, puis, en fait, d'avoir plus de s'abreuver un peu à la culture de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu sais, je pense que le but n'est pas de leur dire voici ce que vous devez faire, mais de présenter en fait voici le paysage en fait. Et pour revenir à la question de la place des nouvelles dans un contexte très tech, je pense que ça c'est un truc central. J'ai beaucoup de rencontré de gens qui travaillent en représenter les médias auprès de certaines compagnies. Il y a vraiment ouais, il y a un genre d'ébullition. Pour revenir aussi à Hearst, tu sais, du côté médiatique, il y a aussi une recherche journalistique, mais je pense que c'est ça, c'est pas, ouais, il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité. Maintenant, je pense que chaque éditeur va se positionner différemment selon sa culture, son média, ses besoins, ses challenges. Puis,
ouais. Ouais. De ta Californie à toi, est-ce qu'il y a une initiative au niveau média que tu trouves particulièrement intéressante? Les Français parleraient du waouh, là. De l'effet waouh. Ouais. Ouais, ouais. Oui, mais je te dirais pas forcément du côté américain en fait. Donc, bah, du côté tech, hier j'ai regardé beaucoup. Bon, évidemment, le New York Times c'est génial. Apple News, je trouve que la couverture qu'ils ont fait aux États-Unis de la soirée électorale, je pense que c'est vraiment un arrimage incroyable de à la fois la qualité journalistique dans une expérience utilisateur qui est vraiment le fun. Donc ça, mais c'est pas nouveau. Je pense que c'est vraiment du côté de l'Europe, en fait, où il y a vraiment des choses qui m'intéressent. J'ai beaucoup parlé avec Der Spiegel. Mhm. Il y a vraiment une réflexion. Je pense que, en fait, on est au-delà. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la gestion du changement. Donc, comment, dans des groupes qui ne sont pas des groupes technologiques, qui ne sont pas des groupes d'innovation, comment tu arrives, en fait, à embarquer et à embrasser quelque chose qui peut aussi faire peur. Donc, Der Spiegel, c'est hyper intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment créer beaucoup de discussions, beaucoup de groupes, un peu à travers toute la compagnie, sur tous les États. Donc, il y a vraiment une culture de l'innovation. Puis, je pense que du côté de l'Europe du Nord, le groupe Schibsted, c'est Ouais. vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un leadership. Mais il y a une racine, c'est pas shipper de l'intelligence artificielle pour dire tiens, on va se mettre à en faire quoi. Je pense que ça vient vraiment aussi d'une culture de l'innovation et je sais pas, je trouve que ces groupes-là sont vraiment hyper intéressants. Mm. Je vais te ramener à quelque chose de, je dirais pas de plus récent parce que c'est très d'actualité, l'intelligence artificielle, mais il y a un papier que tu as publié dans le cadre de ton travail que tu fais chez IBM et c'était une rencontre que tu as fait avec un Canadien. Il faut bien aller en Californie pour nous parler d'un Canadien. Blair Vermette, qui est un bonhomme de Toronto, si je ne me trompe Ouais. pas, qui, lui, t'a permis à la fois de faire une rencontre, mais aussi de te faire réfléchir sur justement l'importance des outils au niveau de l'IA et dans le fond de dire que c'est pas les outils les plus performants qui vont faire la différence quand on regarde ce qu'on est en train de vivre, mais c'est peut-être les outils qui vont être les plus faciles à être utilisés. Et je trouvais ça intéressant comme rencontre puis comme prémisse à cette rencontre entre vous deux. Ouais, non, c'est intéressant. Je m'intéresse beaucoup en effet, avec l'impact que ça peut avoir sur certains créateurs. Puis je pense que il y a beaucoup de gens, notamment Julien Vallée à Montréal, Ouais. que je vais aussi, à qui je vais aussi consacrer un papier, mais qui s'empare de ces outils-là mais après, il y a différentes approches. Tu vois, j'ai rencontré un Américain récemment et qui me disait, lui, il travaille beaucoup avec Comfy UI, tu sais, donc je sais pas si c'est beaucoup Ouais. trop nerdy pour moi. Mais il disait non, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir finalement de pas juste avoir le output sur lequel tu n'as aucun contrôle. Donc vraiment d'avoir un contrôle C'est très ça. très grand sur pouvoir tout personnaliser au fur et à mesure. Donc ça requiert quand même des connaissances, tu sais, de code et d'informatique ou de software que bon, moi j'ai pas du tout. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais en effet, l'outil crée pas. Enfin, je pense que l'outil ne peut pas créer. Enfin, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ces gens-là à qui je parle sont des gens qui ont déjà une feuille de route très grande dans une pratique artistique ou publicitaire ou whatever. Donc, ils savent comment utiliser et comment parler à ces outils, puis ils savent ce qu'ils veulent avoir à la sortie. Et je trouve que ça, c'est quelque Ouais. chose que parfois on perd parce que, encore une fois, je me dis, si Denis Villeneuve, il a accès à Sora, il va sûrement produire quelque chose de plus intéressant que moi, je pense, vraiment. Je suis du même avis, mais aussi de moi. Mais c'est un peu le cas de, c'est pas parce qu'on a une caméra dans les mains que ça fait de nous un bon photographe. Et c'est un peu ça. Il y a des codes à apprendre, il y a un langage à apprendre, et c'est la même chose avec les outils de l'IA. Si tu n'as pas l'inspiration et si ultimement tu sais pas vraiment Ouais. ce que tu veux créer, c'est pas l'IA qui va te permettre de faire un Non. chef-d'œuvre. Non, mes illustrations sont toujours dégueulasses. Il faut travailler sur les requêtes. Non, non, mais écoute, c'est parce que au début, en fait, quand il y a eu en 2022 ChatGPT qui est sorti avec mon mari, on a tripé pendant à l'hiver, là, en début 2023. On s'est dit, ah, est-ce qu'on pourrait créer, parce que tous les deux, on vient des médias, on se disait, est-ce qu'on pourrait créer un magazine en ligne juste avec des outils, sachant qu'aucun de nous n'a un bagage technologique ou technique. Et donc, tu sais, c'était comme en janvier-février 2023, et on a utilisé, moi j'ai beaucoup utilisé Midjourney, évidemment ChatGPT, Eleven Labs, on a fait tu vois, même un podcast où le podcast pognait mon accent. On les voit, donc c'était épouvantable en anglais. Mais, et ça, c'était cool. J'avais vraiment réussi à sortir, à créer des photos de mode. Et ça, je me disais, c'est incroyable parce que si j'avais été à la presse avec ces outils-là, mais tu sais, j'aurais rendu tout le monde dingue parce que là, j'aurais dit, c'est exactement ça qui est dans ma tête. Ils auraient dit, non, mais c'est bon. Euh,
Mais c'est ça, c'est quand j'arrivais à savoir exactement, OK, c'est l'esthétique de, et c'est une question d'ailleurs problématique, mais c'est l'esthétique de tel photographe, ce sera avec telle caméra et tout. Là, quand je suis dans l'illustration, puis j'en parle avec ma ancienne collègue du Devoir qui est directrice artistique, qui est géniale, elle a, je veux dire, c'est son langage naturel, moi, c'est pas le mien. Donc, je veux dire, fais-moi une illustration, mais le rendu est toujours un peu. C'est pas C'est ça. pas bon. Non, c'est pas bon. Annabelle, en terminant, ben évidemment, là, tu es dans les médias, tu es dans l'IA, tu es dans la découverte des différents outils de son évolution. Mais maintenant que tu es là-bas, qu'est-ce qui te fait carburer? Alors, clairement pas le climat politique. Non, ce qui me fait carburer, en fait, c'est vraiment, je pense, l'intersection entre, en ce moment, l'innovation et tout ce qui est éditorial. Parce que ce qui m'a toujours beaucoup plu, enfin, je suis quelqu'un qui est passionné par le journalisme, par l'information, mais j'ai toujours aimé, donc, dans mes premiers temps de la presse, la couverture cinéma artistique, c'est quelque chose qui est quand même toujours près de moi. Donc cette intersection-là, comment en fait le paysage est en train de se transformer, moi je trouve que ça c'est fascinant, j'ai l'impression d'être comme une poule sans tête, mais cette découverte-là et de voir en fait, ok, on est en train de construire quelque chose, des outils sont en train de se développer et à quoi ça va ressembler, je pense que ça me fait vraiment carburer, j'aimerais beaucoup travailler encore plus sur cet espace-là en fait. Après, je pense que de l'autre côté, du côté des médias, quelque chose que je trouverais vraiment fascinant si j'étais dans un média, ce serait justement de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est quoi les problèmes qu'on peut résoudre. Je pense que de mes passages à la presse et au devoir, il y avait tellement de choses. Comme, tu as quand même des irritants dans certains processus ou quand tu es journaliste, enfin, tu vois, je me souviens, je vais me dater, mais un de mes premiers jobs étudiante, c'était de retranscrire des cassettes d'une conférence de Hervé de Charette, c'était un député en France. Mais tu sais, avec la machine, avec le pied, là, tu sais, t'avances. Aïe, 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 OK. Juste, ouais, j'ai l'air OK. vieille comme ça, mais le transcript est comme, tu sais, c'est comme rien que ça, c'est fou. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis que, hop, en 2 minutes, tu as ton transcript, mais il y a tellement de points comme ça que tu peux régler, mais en même temps, tu peux réimaginer, bah voilà, c'est quoi s'informer aujourd'hui? C'est quoi l'information pour un groupe québécois aujourd'hui? Comment tu peux te servir de ces outils-là pour créer comme quelque chose de nouveau en termes d'information? Moi, je trouve que ce serait extraordinaire, quoi, comme réflexion, c'est vraiment extraordinaire. Ben, Annabelle, je le mentionnais en te présentant, mais je le rappelle, si vous voulez vraiment ouvrir, mais vraiment un livre sur ce qui est en train de se faire un peu partout dans l'innovation, particulièrement en Californie, je vous invite fortement, là, Annabelle, désolé, mais je vais inviter les gens à devenir tes lecteurs sur LinkedIn parce qu'on y retrouve des articles fort intéressants, fort pertinents. Quand on veut réfléchir, là, tu es une aide à la décision, à la réflexion. Alors, merci de partager comme ça avec nous tes rencontres parce que c'est vraiment intéressant à lire. Puis en plus, ben, ça nous donne des nouvelles de l'écosystème, alors on ne se plaint pas. Ah, merci beaucoup, c'est tellement gentil. Merci pour tes bons mots. Annabelle Nicole, je te salue. Je te souhaite de passer un beau futur dans cette nouvelle Amérique qui vient de se dessiner, qu'on va apprendre à découvrir. On n'en parlera pas plus. Ben, merci de ce partage journalistique que tu fais. Merci à toi. Salut. Parlant de médias et de technologie, un de ses plus grands ambassadeurs, explorateurs et critiques, j'arrête là les qualificatifs, sort un livre ces jours-ci intitulé Les aventures de Monsieur Net et du Grand Talbot, et c'est publié aux éditions Un Monde Différent. Ce livre de Denis Talbot nous fait voyager par son histoire personnelle à travers les années et les grands moments de la tech. Et oui, on en apprend évidemment sur les aventures du Grand Talbot et sur Monsieur Net, mais il y a beaucoup plus que ça et c'est de ça dont je voulais parler avec lui, tout le reste autour. Alors, on va aller le rejoindre dans son studio à l'instant. Bonjour Denis Talbot. Monsieur Bruno, content de vous parler encore une fois. Ben, moi de même. Denis, ça vient où cette idée de finalement décider de t'asseoir et d'écrire un livre sur une partie de ta vie? En fait, c'est bon, les gens me disent pourquoi une bio tu sais, de toi. Je dis c'est pas une biographie que j'ai faite vraiment, c'est plus des pans de ma vie qui ont été ont été mis de l'avant dans ce bouquin-là. C'est pourquoi ben c'est qu'un moment donné, j'étais avec Fiston en auto. Puis il me posait des questions. Je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de mon enfance, puis d'où j'étais, où j'ai grandi, tout ça. Fait que là, il me posait des questions, mais je disais, on va sauter dans l'auto. Puis c'est toi qui conduis maintenant, parce que t'es apprenti conducteur. On va aller voir ça. Fait qu'on est allé dans mon ancien coin où j'ai grandi, à Ville-la-Salle. Et puis, on a justement jeté un coup d'œil sur la maison où j'habitais quand j'étais plus jeune.
Le champ où j'allais jouer qui est disparu maintenant, où c'est des condos. Le restaurant Vinette qui est devenu Lafleur par la suite, sur la rue Lafleur, à Ville-la-Salle, où j'ai grandi dans ce coin-là. Le Dominion, le Steinberg, qui était côte à côte. Toutes ces affaires-là où il s'est passé mille et une aventures. Le docteur Bourbonnais au bout de la rue, juste je traversais la rue, tu sais, puis c'était mon médecin qui était là. La vie de quartier, quoi, c'était bien le fun. Puis dans une famille, ben, j'avais 14 amis parce qu'il y avait 14 enfants. Quand même, hein? Ouais, l'Internet n'existait pas dans ce temps-là. Mais t'as côté Céline Dion avec ta famille. Mais Denis, on découvre que finalement, la communication, tu as pris ça tôt parce que tu avais un intérêt pour la radio, puis en même temps, il y avait la technologie parce que ça, c'est vraiment une découverte. Tu avais une fascination pour le stroboscope. Oui, le stroboscope, ça c'est génial. Dans Pif Gadget, il y avait une revue c'est une revue qui était destinée aux enfants. Ben oui, mais j'ai été aussi pifophile. Ben écoute, puis il y Ben avait des ouais. tours de magie, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis dans une de ces revues-là, on nous montrait comment faire un stroboscope. Puis moi, dans mes grandes visées de faire de la radio internationale, alors que j'étais tout jeune, j'ai dit, ça me prend ça. Ça me prend un Ben stroboscope ouais, dans un mon stroboscope. studio / chambre partagée avec mon frère plus vieux. Fait que ça a commencé avec une boule miroir qui tournait beaucoup trop vite parce que j'avais pas le petit moteur pour la faire tourner doucement. Alors, je prenais le fil de pêche, je le tournais, je le Wouh! tournais, je le tournais. Puis là, je laissais aller, mais ça tournait bien trop vite, ça donnait mal au cœur. Donc, oui, j'avais le goût de faire justement ce stroboscope. Et le stroboscope était une idée dans ma tête facilement réalisable. Mais c'est ce C'est, qu'on nous promettait avec le PIF Gadget. C'était toujours oui, oui. facilement réalisable. Ça prend un moteur, ça prend quelque chose, une lampe mettant dessous, ça prend des notions en électricité, ça prend l'équipement pour faire tout ça. Heureusement, il y avait un vieux studio de cinéma où j'habitais, dans le champ justement, où on a trouvé cet énorme moteur de ventilateur qui devait être là pour faire des effets spéciaux. Il avait connu des jours meilleurs, donc moi j'ai eu une idée. J'ai brisé les pales qui restaient et l'espèce de grosse tige qui servait de montant là-dessus. Et j'ai emmené le moteur chez nous, tranquillement, pas vite. J'ai caché en dessous du lit de mon frère en espérant pouvoir m'en servir pour éventuellement faire ce concept de stroboscope incroyable. Les moult, moult itérations de cet appareil m'ont laissé un peu perplexe par moment parce que ça tournait bien trop vite. J'aurais pu couper du bois avec ça. C'est absolument fou raide. Jusqu'à temps que ma mère s'en mêle. Ma mère, ça a été mon acolyte, mon assistante, qui est devenue le boss du projet par la suite. Parce que quand elle a vu que... Parce que j'avais des gants de hockey, il m'en restait juste un, c'était la main gauche. Alors, on a mis ça parce qu'il fallait mettre une espèce de plateau qu'il a fallu percer. Puis là, les notions de géométrie étaient pas très développées à l'époque. Et puis, donc, ce perçage était un peu bancal, c'était un peu tout croche. Et puis finalement, après avoir été chez un de mes amis, qui lui m'a fait un trou légèrement plus centré, on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de couvercle de petits barils dans lesquels on mettait des boulons avec un couvercle, avec une penture dessus pour sortir les boulons lorsqu'on en avait besoin. Ça ferait l'affaire. Sauf que c'était tellement épais. Ça faisait, je pense, à peu près 5 cm. C'était trop épais pour être là-dessus. Mais le poids était idéal pour supporter la vitesse de mon engin terrible. Tu sais que tu aurais pu finir en physique, toi, avec toutes ces expériences-là? Ou en physio, des deux, parce que ça tournait trop vite. Ma mère a eu l'idée de mettre un petit bout de guenille là-dedans, puis là, ça spinait. Tout ça dans le but de me venger de mon ultime, mon némésis. Cucu, qui restait, on était des bons amis. On était en chicane, puis je sais même pas pourquoi. Puis tu sais, quand t'es jeune, là, tu fais des chicanes, puis le lendemain, t'es le meilleur ami au monde. Ben, c'était ça, c'était une de ces passes-là. Puis je voulais vraiment l'impressionner par ma discothèque, avec ma chambre qui donnait sur sa cuisine, puis sa chambre à lui aussi. Fait que j'étais sûr qu'il était là. Finalement, j'ai fait tout ça pour rien, mais je me suis amusé. J'ai découvert les lois de la physique. Puis parallèlement, tu as découvert aussi la radio. Ah, la radio. La radio, ça m'a toujours As-tu fasciné. l'impression qu'en revenant avec Radio Talbot, qui est aussi en vidéo, là, mais Ouais. as-tu l'impression que tu reviens à tes amours avec ça? En quelque sorte, enfin, c'est une histoire d'amour qui se continue, je dirais, parce que la première job de radio que j'ai eue, c'était pas très, très payant. J'ai travaillé à CHAI-FM, 50 watts de puissance. C'était vraiment puissant. Ça, c'est l'équivalent d'un toaster. Exactement. Puis on entendait, quand j'arrivais sur le pont Mercier, on n'entendait rien, finalement. Puis quand j'ai dit ça à mon père, comme job d'été, je lâche le gouvernement, puis j'avais une job à Pointe-du-Moulin. Puis je m'en vais faire de la radio gratis. Mhm.
OK, ouais. Il m'a toujours appuyé dans mes, dans mes démarches, mais je sentais un peu l'interrogation, tu sais, dans ses propos. Ouais, OK, tu vas faire ça combien de temps? OK, moi, ouais, tu vas te rendre là comment, tu sais, avec ma vieille Bazac qui n'était pas super fiable à l'époque. Alors, tout ça fait en sorte que j'ai commencé à faire ça, puis j'ai entendu dire à un moment donné que les gars, tu sais quoi, s'en allaient jouer à la Balma, la Ben ouais. CFLV à Valleyfield. La plupart d'entre eux venaient de CFLV. Tout le monde avait fait une espèce de passage obligé à CFLV avant de percer le marché montréalais. Puis moi, j'ai joué pas mal à la Balma. Fait que je me suis dit, oh, que voilà une belle occasion. Fait que j'ai rencontré M. Boyer. J'ai lâché ma grosse job du gouvernement très payante pour aller faire de la radio à 5 de l'heure. J'avais une grosse minoune qui me coûtait plus cher d'essence. Aller faire aller-retour Valleyfield avec cette voiture-là, ça me coûtait 40 pièces. C'était une journée de travail. Puis pour sauver une journée pour pouvoir revenir à la maison pour avoir un peu d'argent, ben, je couchais à la station. Et puis là, je me suis amusé à faire justement des démos, m'amuser à apprendre. En fait, j'ai appris mon métier en faisant des avis de décès, en faisant jouer du western, puis tout de suite après, 3 heures de rock. Fait que ça t'apprend vraiment à goûter à tous les styles musicaux, puis les genres d'animation aussi. Quand tu es daltonien, d'écrire une partie de hockey, puis quand tu connais pas le hockey, je ne connais rien dans le hockey, je suis pas bon dans le hockey, je le dis, puis là, on m'a dit, ben, il n'y a personne, il faudrait que tu ailles décrire le match de telle équipe contre telle équipe. J'ai aucun background de hockey. Je ne sais pas qui joue contre qui. Je ne sais pas qui est local, qui ne l'est pas. Je ne suis pas le hockey. Pas de miette. Ça a donné une partie très amusante. Tu sais, décrit à la Talbot. Ça a été la seule qu'ils m'ont demandé de faire, d'ailleurs. Ça, puis les remotes. Tu sais, les remotes, quand tu fais des espèces on t'envoie dans un Publicité, magasin, ben ouais. ouais, des publicités pour décrire des produits en vente. Fait que demandé, OK, 2,49, 3,49, 6,49. Monsieur Boyer m'appelle, dit, Denis, c'est le fun, tu donnes les prix, mais il faut que tu donnes la description des objets aussi. Fait que t'apprends des trucs comme ça. Fait que c'est drôle. Mais tout ça, ça t'a servi justement parce qu'après, tu t'es enfilé, tu Ah, c'est quoi, mentionnais ouais. c'est quoi, puis après, on t'a vu à Musique Plus. Je Ouais. vais faire un gros saut parce que je veux laisser aux Ouais, gens le y a pas de plaisir souci. de lire dans le livre, puis il y a plein d'anecdotes. Puis après, il y a le bout où nous, on a travaillé ensemble, mais juste un petit peu avant, il y a le début du web. Et ça, toi, tu étais conscient Ah ben oui. de Hey, l'importance que ça allait prendre. ah ben oui, écoute, moi j'ai été voir les patrons dans le temps. J'ai dit, il faut faire quelque chose sur Internet. Puis dans ce temps-là, parler d'Internet, c'était pas c'est comme parler de l'intelligence artificielle avec quelqu'un qui connaît pas ça. C'est l'intelligence artificielle, on sait que c'est là pour rester. C'est pas une mode. Ça va devenir très omniprésent dans nos vies. Puis on s'en rendra même pas compte. On va s'en servir, puis ça va être là. Mais l'Internet, c'était ça dans le temps. Moi, je le voyais, ça. Je me disais, Colin, il faut faire de quoi? J'ai besoin d'une source de nouvelles, parce que je faisais une nouvelle de rock à l'époque, Mhm. une nouvelle musicale. Puis j'avais été voir mon boss, j'ai dit, Pierre, il y a une patente qui s'appelle CompuServe. Puis pour écoute, 25, 50 dollars, il y a des différents forfaits. Je peux avoir des nouvelles qui vont rentrer directement dans mon courriel. T'as ça, toi, un courriel? Ben oui, j'ai un courriel, tu sais. On était sur, dans le temps, c'est Hotmail. J'ai gardé mon Hotmail d'ailleurs. J'avais aussi, le moteur de recherche, c'était Hotbot, c'était Netscape, c'était tout ça. Puis là, j'essayais de faire comprendre l'importance à mes boss de cette affaire-là qui s'appelle l'Internet. Le web, tu sais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben, c'est des ordinateurs qui sont tous branchés ensemble, puis on peut faire, tu sais, les bibliothèques vont être là-dessus, les grandes universités, puis on va pouvoir aller chercher de l'information. Ne m'intéresse pas, là. Non, non, non. Fait que je vais toujours me rappeler quand il est arrivé avec une pile de dossiers, parce qu'on avait beaucoup de fiches, vraiment des dossiers sur les différents artistes québécois et internationaux. Puis il est arrivé avec une grande pile, les A. Il dit, même ça sur Internet en fin de semaine. Lui, il pensait que c'était comme un fax, là, qu'on pouvait faire des photocopies, mettre ça automatiquement sur le web. Mais ça leur a pris du temps avant d'avoir un site web à Musique Plus. Les gens passaient par Net. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça marchait parce qu'il y avait des gens là-dessus qui venaient lire les critiques, qui venaient faire un tour. On était en noir et vert à l'époque. Puis finalement, ils ont compris. Mais ça a été long. Ça a été un processus long et faire comprendre le nuage, puis la dématérialisation des équipements, puis de prendre tes emails, les mettre ailleurs. On ne voulait rien savoir de ça. Ils vont lire mes courriels. Aujourd'hui, ben, c'est rendu la norme. Tu vois? Fait que ça a été bien intéressant de vivre cette période-là. Moins intéressant d'essayer de convaincre toujours les gens. Fait que souvent, ce que je faisais, je les mettais devant le fait accompli, puis
on vivait avec mes découvertes. Mais comment tu as bifurqué? Parce que tu aurais pu rester uniquement dans l'Internet, mais à un moment donné, tu as bifurqué dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a tout le temps été ma grande passion. J'étais tout petit, on allait à Old Orchard Beach. Il y avait la fameuse jetée qui a passé au feu, malheureusement, quand j'étais jeune. C'est une espèce de grande jetée sur pilotis qui rentrait sur la mer. Il y avait un grand chapiteau. Et ce n'était que des jeux vidéo mécaniques à l'époque. Tu sais, t'avais comme la reproduction d'une carabine, t'avais des canards, coin, 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 qui volaient, puis ça coûtait 25 sous, t'avais 3 parties. Fait que moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle trouvait que ça coûtait cher, tu sais, ça allait jouer là. Fait que j'allais passer la journée dans l'arcade. Je suis revenu, j'étais blanc un peu. Tout le monde était bronzé, sauf moi. Puis les gens ne savaient pas qu'il y avait 3 parties pour le 25 sous. Fait que moi, j'attendais qu'ils finissent leur partie, ils s'en allaient, puis là, je finissais les 2 autres parties. Il y avait un grand cowboy également qui s'était faire quoi, près d'un mètre 80, là, puis il y avait un ceinturon avec 2 pistolets chaque côté, puis toi, t'en mettais un aussi. Puis là, il disait « Draw! » Puis là, si on l'abattait, ça faisait ou sinon « Got you! » J'ai passé des journées à faire le tour de ces nombreuses machines à boules, ces arcades et ces trucs-là. Mais le bowling à Ville-la-Salle, ça a été aussi ma grande découverte de certains titres qui étaient en noir et vert, comme le fameux Battlezone. C'est un jeu de char d'assaut qui est fait en wire mesh, là, en espèce de... Il n'y a pas de texture là-dessus. C'est comme... Tu devines la forme du char d'assaut qui est transparente, puis il y a des ovnis qui étaient là-dessus, puis il y avait deux contrôleurs, 2 bâtons, 2 manettes qu'on devait contrôler pour le faire tourner, faire avancer. À partir de ce moment-là, je me suis dit quelque chose qui se passe, les jeux vidéo. Wow, c'est bien le fun, j'aime ça, moi j'en veux. Alors, on a ramassé notre cash, on s'est acheté le ColecoVision chez Canadian Tire à l'époque, en simili-bois. Et mon père ne voulait pas que je mette ça sur la télé. Parce que ça va brûler la télé, ça va rester imprégné dans l'image. Ça va faire des marques, ben oui. C'est ça. Alors, ce qu'on a fait le jeudi, à tous les jeudis, pendant un grand bout de temps, on faisait les poubelles pour trouver un téléviseur. C'est les gens, des fois, qui vont jeter un vieux meuble. Oui, ça va arriver. Mais c'est arrivé. Un combiné téléviseur qui était en noir et blanc avec table tournante, haut-parleur et bar intégré. Oui, une discothèque. Ça devait mesurer à peu près 2 mètres, cette affaire-là. On a mis ça sur une petite brouette. Puis on a amené ça dans le sous-sol du logement où on habitait. C'est une salle commune. On branchait ça. Ça ne fonctionnait pas. Fait que là, on est allé chez Radio Shack. Il y avait des espèces de testeurs d'ampoules à l'époque. Les lampes, ben oui. Des lampes. Fait qu'on s'est mis à tester ça. Puis il y en a une qui a brisé. On ne savait pas laquelle. Peut-être chez le testeur, le monsieur dit celle-là est 5,49. Oh, mon Dieu, 5 piastres. Fait que là, on est allé chez Binette. Puis on est allé voler des bouteilles. Des bouteilles de Pepsi puis de Coke. On est allé chez Hébert. Puis on prenait, au lieu de s'acheter des bonbons avec les bouteilles, on lui a demandé l'argent. On a ramassé 5 piastres, puis on l'a eu le tube. On a joué un peu, jusqu'à ce que la télé pète encore. Puis on ne savait pas c'était quoi cette fois-là, on n'a pas réussi à la sauvegarder, mais quand même. Ouais. Ça a été, ma découverte, ça a été ça. Ça a été d'essayer d'embarquer dans des univers qui n'existent pas, qui nous font oublier notre réalité, puis t'embarques dans ce qu'on te propose, puis c'est le fun, en maudit. J'ai bien eu du plaisir. Oui, mais si je te pousse plus loin, ça, c'est ta découverte du jeu vidéo. Mais le jour où tu te dis, ça serait le fun de parler de jeux vidéo. Hein? Parce qu'on s'entend, Monsieur Net, ça a été. Il y a une grosse partie où on parlait d'actualité. C'est un bout où moi j'ai participé. Mais tu as vraiment fait le premier rendez-vous et celui qui reste dans la tête de tout le monde, qui concernait le jeu vidéo. Son actualité, mais aussi ça, le gameplay, la communauté, les joueurs clés, c'est déjà tous eu en entrevue. C'était, pour certains, là, c'était la consécration de venir te parler, d'avoir une entrevue avec toi. Les compagnies se battaient pour venir faire des lancements à ton émission. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais faire plus de place dans le jeu vidéo? Quand je me suis rendu compte que j'avais autant d'intérêt pour le jeu vidéo que le cinéma. Quand moi, un bon film, s'asseoir devant un bon film, puis se laisser bercer par une histoire, par la pensée de quelqu'un, par l'imagination de quelqu'un, moi j'adore ça. Fait que là, dans les films, non seulement, tu regardes des films, mais dans les jeux vidéo, non seulement tu vois les jeux, mais tu deviens le personnage principal par procuration quand tu regardes un film, mais là-dedans, là, tu deviens la vedette de ce film-là, puis tu peux t'amuser follement dans toutes sortes d'univers, jouer au baseball, conduire des voitures de course. Et puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des stars là-dedans aussi. Des gens qui étaient dans l'ombre, qui faisaient ces jeux-là, qui n'avaient jamais fait de TV de leur vie. Puis, je leur ai dit, vous méritez d'être connus, venez faire un tour, on va parler de vos affaires. Ça a été compliqué, ça, au début, parce que d'envoyer des créateurs de jeux sortir de la sacro-sainte industrie pour venir parler
parler ouvertement d'un projet qui s'en vient. On ne peut pas faire ça, la compétition va nous voler notre idée. Voyons donc, à quoi tu penses? Mais j'ai réussi. On a réussi à les faire venir une semaine avant un lancement. Tranquillement, la confiance est établie. Puis par la suite, j'ai engagé des gens de l'industrie. Mais c'est arrivé quand je l'ai engagé à Musique Plus, la championne du monde de Counter-Strike, elle travaillait chez Ubi. Et puis là, il a fallu que je négocie avec Ubi. Je dis, regarde, quand il y a des jeux d'Ubi dont on va faire la critique, elle n'a pas le droit de dire un mot, c'est tout. Elle ne parlera pas. Puis je ne ferai pas, je la cuisinerai pas non plus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais un lien direct avec tous les concepteurs de leurs jeux directement dans le studio à l'époque avec le fameux MSN. Et puis j'avais tout le monde de l'industrie qui me disait, j'ai entendu dire que. Il paraît que, Denis, ça sent bien. Hey, mettons que si quelqu'un disait telle affaire, qu'est-ce que tu en conclurais? Je n'avais pas besoin d'avoir un texte complet pour comprendre de quoi il parlait. Fait que ça me donnait des scoops, ça me donnait des trucs. Puis souvent, le téléphone sonnait. Qui t'a dit ça? Faut que je le mette dehors, il a stoulé. Non, je ne le dirai pas. J'ai des sources, je les garde. Mais non, ça a toujours été ce rapport-là que j'ai eu avec les gens de l'industrie parce qu'ils voyaient que j'étais là pour faire la promotion de leur jeu. Puis quand c'était pas bon, je leur disais aussi. Je pense que c'était apprécié, ça, mais c'est pas des cons. Quand ils sortent des jeux qui sont pas bons, ils savent aussi. Ils savent très, très bien, puis souvent, ils ne me les envoient pas, ceux-là. Prennent pas de risque. Ils Hey, prennent pas Denis, de risque. dans le livre, tu en parles, puis je veux t'entendre sur le sujet, la vulgarisation technologique. Mhm. Comment tu décrirais l'approche des médias au Québec par rapport à la technologie? Il n'y a pas vraiment, à part d'une émission, là, Planète Techno, Ouais. à Non. laquelle tu participes, sur les grandes chaînes, là, il n'y a pas vraiment de place pour la technologie. Comment tu vois ça? Ben, je trouve ça triste à quelque part parce qu'au Québec, on est réputé comme étant fort dans ce domaine, puis autant au niveau pas seulement au niveau du jeu vidéo ludique, mais pour la recherche, tout ce qui se fait en AI, on a des sommités ici au Québec, tu le sais, tu fais souvent des panels, tu vas en présenter, c'est bon, il y a plusieurs salons qui sont organisés pour mettre de l'avant ces produits-là, puis il n'y en a pas. C'est simple, la raison est assez simple. On est dans une ère télévisuelle où cette dernière se cherche énormément et on vise à avoir des millions d'auditeurs, de spectateurs très rapidement. Et pour ce faire, ben, on va dans les grands marchés mondiaux de la télévision, on s'achète des concepts et on les met à la sauce québécoise et on espère aller chercher des millions et des millions de spectateurs pour justifier le fait que la licence nous a coûté très, très cher quand on a acheté ce concept-là, mais aussi on espère ramener les gens à la télé, des gens il y en a beaucoup, surtout les plus jeunes, plus beaucoup qui écoutent la télé comme nous, on le faisait quand on était jeunes. Tu sais, donner des rendez-vous ponctuels pour aller écouter Fury, Rintintin ou Batman sur l'heure du dîner en revenant de l'école, ça se fait plus, ça. Ils ont délaissé la télé au profit de leur fameux téléphone intelligent. Leur vie sociale est là-dessus aussi, les rendez-vous, tout ça. Aller jouer dehors, c'est une autre histoire, là, mais tu vois ce que nous, on faisait dans le temps, eux, c'est complètement une autre histoire. On est en transformation en ce moment, puis je trouve que la télé passe à côté de ça. Luc Doyon, avec qui j'ai travaillé à Musique Plus, celui qui a fait le ménage avant l'achat par les frères Rémiard, il m'avait dit, demain, c'est sûr que tu trouves une job. C'est sûr, Denis, c'est certain que demain, quelqu'un va venir te chercher. J'ai eu quelques appels, mais c'était pour des chroniques, c'était pas pour refaire une émission comme je faisais à l'époque. Parce que c'est de la recherche, c'est du stock. Présenter une quotidienne sur le jeu vidéo, c'est le fun. Pour avoir des gens motivés, des gens intéressés. Mais encore une fois, c'est plus facile d'acheter un concept américain sous-titré. Puis la mettre en ligne, même si les informations sont un peu caduques, c'est pas grave. On a un show de jeux vidéo. Mais c'est pas de même, ça marche, malheureusement. Et sur le web, ce que je fais, ce que tu fais aussi, c'est d'y aller avec l'instantanéité, parler avec les gens, sortir la nouvelle du jour. C'est aussi important qu'une élection. Quand là, GTA va sortir, là, GTA 6, le Grand Theft Auto 6 va sortir, écoute, la Terre va arrêter de tourner, même titre comme quand on attendait les résultats des élections présidentielles. C'est un phénomène, bon, qui n'a pas les mêmes ramifications politiques, mais je veux dire, au niveau de l'attention du public, ça va être aussi important pour les gamers également que cet événement-là qui risque de... Bon, je ne ferai pas de politique. Qui risque de brasser un peu. Hey, Denis, en terminant, toutes les semaines, je croise des gens qui m'ont vu ou qui m'ont découvert chez Monsieur Net. Toi aussi, tu rencontres plein de monde pour qui tu as inspiré une carrière. Mais les plus jeunes qui t'écoutent sur Twitch, sur Patreon, puis sur d'autres plateformes, c'est quoi le conseil que tu leur donnes si la techno les intéresse, le jeu vidéo les intéresse, puis la communication les intéresse? Bref, pour devenir le prochain Denis Talbot.
Qu'est-ce que tu Ben, leur donnes comme conseil? d'être tenace, puis de ne pas attendre que le succès arrive du jour au lendemain. C'est pas le même, ça marche. Malheureusement, il faut bosser, il faut travailler, faut se faire dire non. Puis quand on dit non, il faut trouver une façon qu'on dise oui. Alors, tu peux essayer de prendre ton concept, le virer de bord, écouter les vieux singes qui vont donner quelques conseils également. Puis quand tu ouvres un micro les premières fois, tu as l'impression que toute la planète t'écoute jusqu'à ce que tu reçoives tes premiers chiffres que tu regardes. OK, moi, dans ma tête, il y en avait 170 millions. Non, il y en a 12. 12 là-dessus, il y a 8 de tes parents, de ta famille qui viennent faire un tour, puis 2, 3 de tes amis. Mais c'est d'être persévérant, c'est d'être informé, c'est d'essayer de ne pas être rebuté par les nouvelles technologies. C'est pas TokTok, c'est TikTok. Les jeunes le savent, mais les plus vieux ont de la misère avec ça. Les parents comprennent pas c'est quoi. Intéressez-vous, les parents, à ce que font vos enfants. Le mien il y a 16 ans, est en pleine quête de profession. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Il se recherche. Il se recherche, oui. Il recherche ce qu'il veut faire. Il fouille ses méninges. Qu'est-ce que j'aime? Fait qu'à tous les jours, je le stimule en lui disant qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, tu pourrais faire ça. L'intelligence artificielle, c'est cool, ça s'en vient. Ah, ouais, ouais, ouais. OK, bon, j'aimerais ça. La télé, oublie ça, man. La télé, c'est fini. C'est plus ce que c'était. Il va rester encore quelques émissions très importantes, mais de faire des concepts comme moi, j'ai déjà fait dans le temps, en direct, avec une équipe solide, des gens qui vont travailler sur une corde raide en direct tous les soirs, ça se fera plus, ça. On est trop propre maintenant ou trop basé sur des shows qui sont, ma foi, peut-être des fois un petit peu abrutissants, mais qui pognent. Regarde, c'est un peu dommage. C'est d'être persévérant puis de continuer à essayer d'être à l'affût de ce qui se fait. Idéalement, c'est de créer la vague et non pas de se faire arroser par la vague. C'est sage, ça. C'est Merci. tellement du Denis Talbot, ça. Hey, Denis, je vais te souhaiter des bonnes semaines de rencontres parce que je sais que notamment, en tout cas, tu vas faire le tour des salons du livre, tu vas faire des sessions de signature un peu partout. Avec ton récit, tu viens d'écrire une partie de l'histoire de la technologie au Québec. Ben, Je trouve ça le fun. Et qu'il y a quelqu'un qui a décidé de le faire. Alors, Les aventures de Monsieur Net et du Grand Talbot, c'est publié aux éditions Un Monde Différent. Denis, un énorme merci. Merci à toi, c'est très apprécié ce que tu fais. Merci beaucoup. Bye. Bye. Ces jours-ci, il y a l'entreprise québécoise Bospace qui teste dans 2 municipalités québécoises un nouveau système d'affichage pour les arrêts d'autobus. Vous connaissiez peut-être déjà des panneaux électroniques avec les heures de passage des bus. On en retrouve un peu partout au Québec, mais là, on est ailleurs. On parle d'une toute nouvelle génération de panneaux d'affichage qui fait pas mal plus que juste donner l'heure de passage des bus. Pour nous parler de cette nouvelle approche de panneaux d'information pour bus, on accueille le directeur de la technologie et vice-président de l'innovation chez Buspace. Bonjour, Wissam Mazoun. Bonjour. Première question, j'ai essayé de décrire ce que vous aviez, mais qu'est-ce que c'est un arrêt de bus intelligent? En fait, généralement, les arrêts d'autobus, c'est un drapeau qui est statique. Donc, c'est une pièce de métal qui donne quels sont les autobus qui passent par là. Des fois, il y a un petit papier là, qui est collé à côté pour donner des horaires fixes des autobus. En fait, les passagers qui arrivent, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc, certains qui vont y avoir des applications, mais est-ce que c'est tout le monde qui utilise toujours la technologie pour faire ça? Donc, c'est consacré à certaines parties de la population. Et de plus en plus, les gens commencent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on entend avec les données, qu'est-ce qu'on fait avec les données, les gens deviennent de plus en plus furieux. En fait, l'utilisation des applications mobiles, par exemple, ça donne accès à notre vie. Ouais. En tant qu'humain, là, on partage tout. Donc, nous, on a eu l'idée là, de changer ce drapeau-là, qui est une pièce de métal, par une autre pièce avec un écran intelligent. Donc, c'est un écran à papier électronique, donc qui ne consomme pas de l'électricité. C'est totalement connecté à Internet et connecté à nos serveurs et à notre plateforme complète. Puis là, ça donne en temps réel aux passagers quand est-ce que les autobus arrivent, quand est-ce qu'ils seront là, s'il y a un détour, s'il y a un problème. Donc, l'info qu'on trouverait sur une application, vous l'avez carrément sur le poteau. Et plus. Parce que sur l'application, c'est ce qui est dans le système, mais ça donne aussi à la société de transport et à la ville de faire aussi d'autres annonces. Donc, par exemple, cet arrêt d'autobus a été déplacé ou il ne sera pas servi dans les prochaines 2 heures. Donc, au confort du bureau,
les opérateurs vont juste envoyer une image. C'est un écran couleur de 13 pouces à hauteur de 8 pieds. Ça se voit très bien. Donc, pour des courts messages. Puis là, si on voit, par exemple, il n'y a pas d'autobus ou il y a des travaux, ce bus-là, il n'y arrive pas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des camions qui vont faire le tour de la ville pour mettre des pancartes sur ces arrêts-là pour les faire, qui est très dispendieux, qui demande beaucoup d'humains, qui demande aussi beaucoup d'énergie. Mhm. Donc là, pourquoi ne pas l'afficher directement? Donc Donc, ça, dans c'est le fond, c'est un réseau d'affichage en temps réel. c'est pas juste ça. L'affichage, c'est la première chose, c'est la chose la plus Visible. immédiate, la Ouais. chose immédiate qu'on a. Mais là, il y a aussi d'autres affichages. La seule chose, nous, on utilise la technologie de papier électronique qui n'est pas là. Mais tant qu'à faire, on l'a équipé avec une capacité computationnelle, avec avec une carte graphique NVIDIA qui va faire du traitement en temps réel des données. Puis, on a installé plusieurs senseurs dedans. Donc, en fait, c'est quoi l'idée? C'est on a des caméras, on a des microphones et tout, ce qui fait peur aux gens. Mais nous, on est positionné vers une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Il y a 3 points qui sont très importants pour nous, qui font partie de notre ADN basse-passe. C'est le respect de la vie privée, numéro un. Numéro deux, qu'on soit éthique. Donc, on veut vraiment donner un service à tout le monde, puis être éthique dans le service et être durable. Ça veut dire on utilise une énergie propre. Donc là, ce qu'on a fait, c'est les systèmes fonctionnent hors ligne. La caméra, elle n'enregistre pas, elle ne donne pas de feed, donc elle ne fait pas du streaming ou autre. La Mhm. seule chose que ça fait avec les cartes électroniques qui sont dedans, avec les capacités computationnelles qu'on a mis dedans, ça va extraire toute l'information importante qui va servir la ville ou la société de transport. Le nombre de personnes, le nombre de voitures qui passent par là, quand est-ce que l'autobus est arrivé, est-ce qu'il y a quelques anomalies, est-ce qu'il y a des graffitis, est-ce qu'il y a des poubelles qui sont débordantes ou autres. Euh, de l'agression, ça c'est le futur qu'on est en train de préparer. En fait, sans intrusion à la vie privée des gens. Donc, je n'ai pas enregistré ou autre. Tout ce qu'on va faire, c'est juste faire ce comptage-là, savoir les gens attendent combien de temps dans cet endroit-là et savoir s'il y a n'importe quelle anomalie. Puis tout ça, ça se fait dans le respect de la vie privée des gens. Puis OK. là, de plus, on a minimisé tous les modèles qu'on fait pour que ça fitte dans un petite capacité computationnelle hors ligne et ça peut fonctionner avec une batterie et panneau solaire, ce qui va éviter des coûts énormes aux villes pour l'installation de l'électricité. Et aussi, nous, on a dit on veut faire de la mobilité durable, on va aider à faire ça. Donc, on ne veut pas commencer, nous, pour consommer beaucoup d'énergie pour faire ça. Je trouve ça intéressant qu'on mise sur l'énergie solaire, mais il va quand même falloir de temps en temps passer pour enlever la neige sur vos panneaux. Ça fait 3 ans que ça roule à Ouais. Laval. Notre premier prototype, c'est pas le prototype, par exemple, qu'on a aujourd'hui, qu'on vient d'installer. C'était le premier qu'on a testé. En 3 ans, on a eu zéro entretien. OK, la moyenne, la En moyenne est fait, dès bonne. qu'il y a du soleil, c'est ça la force des panneaux solaires, ça fond tout seul. Oui, tout à fait. Puis sa position inclinée, ça tombe immédiatement. Donc, c'est Mais vraiment là, ça garantit un fonctionnement de 4 5 jours lorsqu'il n'y a pas de soleil, là. oh, quand même. Mais là, je veux revenir sur l'aspect logistique. Donc, vous disiez que là-dessus, évidemment, il y a une carte graphique qui est là pour faire du calcul. Vous disiez qu'il y avait une caméra, mais qui est là pour aller chercher l'essentiel. Il y a un microphone. Est-ce que vous avez un haut-parleur là-dessus? Définitivement. Et puis, il y a un bouton pour Ouais. actionner ça, en fait, parce que ça va aider des personnes qui ont des problèmes de vue, des personnes malvoyantes ou autres. Il y a un bouton directement, puis avec une pancarte Qui qui indique que ça sert à ça, là, qui ouais. indique. Mhm. Donc, la personne peut appuyer sur le bouton, puis il va y avoir l'annonce vocale des autobus quand est-ce que ça arrive. Donc, on mesure aussi, le microphone peut mesurer aussi le niveau le niveau de Le bruit bruit. aussi Mhm. pour réajuster le speaker, le haut-parleur, Ouais. le volume, parce que certainement, si je suis dans une grande artère ou si je suis dans une petite rue où c'est très proche de zones qui sont résidentielles, donc durant la journée où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bruit, ben, il faut que le volume soit assez haut. Durant la nuit, les gens dorment. Si quelqu'un appuie sur le bouton, là, on ne va pas réveiller les gens aussi avec les haut-parleurs. Donc, ce sont des systèmes tout automatiques. C'est pour ça qu'on dit intelligent. Tout, ça se fait d'une façon automatique. Tout, ça se gère automatiquement. Donc, on a pensé aux capteurs qui vont aider à l'automatisation des tâches.
Là, vous avez fait des tests à Laval, vous le disiez, pas avec ce que vous êtes en train de déployer à Sainte-Julie puis à Sainte-Thérèse, mais qu'est-ce que vous avez appris de vos tests que vous avez fait à Laval? Ben, on a appris comment améliorer nos systèmes avant tout. Donc, on a découvert certains. C'était le premier prototype. D'ailleurs, on remercie énormément la Société de transport de Laval pour leur générosité de nous emprunter leur site pour faire des essais. Donc, on a testé comment ça fonctionne à grande échelle et aussi certains problèmes logistiques comme les batteries, identifier les bonnes batteries, savoir l'hiver. On est au Québec, soyons d'accord, on a un hiver, tout le monde le sait. Donc, quand on dit panneaux solaires et batteries, l'efficacité des batteries n'est pas les mêmes Ah durant oui? l'hiver. Ça arrive on a des journées très, très, très courtes l'hiver. Là, ça arrive dans un mois. Puis avec peu de soleil, donc comment est-ce qu'on peut faire des systèmes automatiques aussi pour la gestion de l'énergie? Ça veut dire le Mhm. système lui-même, il s'autocontrôle pour la gestion d'énergie pour être comme sur votre téléphone directement. Votre téléphone, il vous indique qu'il y a peu d'énergie, puis est-ce que vous voulez mettre en mode de V ou en mode peu d'énergie, low Mhm. energy. Je m'excuse là pour mon anglicisme. Donc, évidemment, c'est nous le plus important, c'est que le système se gère tout seul parce que votre téléphone, quand il vous indique par exemple, là, il vous reste 30% de charge. Vous, automatiquement, vous allez dire, ah, OK, moi, dans une heure, je retourne à la maison, je vais le charger. L'unité qui est dehors dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui va la charger. Donc là, c'est automatiquement, elle va avoir toutes les prédictions de météo et tout, puis voir est-ce que je vais avoir du soleil dans les prochains jours, par exemple le lendemain ou pas. Sinon, je vais le mettre en mode de veille, par exemple pendant la nuit, je vais économiser de l'énergie, je vais couper dans certains services, au moins pour garder les services essentiels. Puis tout ça, ça se fait d'une façon automatique en utilisant les systèmes intelligents. C'est pour ça qu'on parle intelligent parce qu'on a mis l'intelligence partout. Je veux revenir sur, parce qu'on les mentionnait, là, vous avez deux partenaires ce coup-ci. Vous avez les villes de Sainte-Julie et Sainte-Thérèse. Vous allez me dire, parlez au maire, puis vous allez avoir votre réponse, mais je vais vous parler à vous. Qu'est-ce qui leur a plu dans votre approche? Pourquoi ils se sont lancés dans cette expérience-là avec vous, pour cette nouvelle génération? Ben, définitivement, c'est la donnée qu'on génère. C'est en fait la façon quand on compte les objets où on va savoir c'est quoi les temps d'attente ou s'il y a des problèmes, ça intéresse les villes parce que c'est une donnée qui est consommable. Donc, c'est une donnée qui n'a pas de données privées, donc ça ne va pas identifier des gens, la personne X ou Y ou Z. Donc, c'est une donnée qui peut être partagée, qui peut être, donc c'est vraiment au cœur de la ville intelligente d'aujourd'hui. Puis c'est la donnée qui va générer. Certainement, dans ces villes-là, aujourd'hui, ils n'ont pas encore profité. Ça fait 2 semaines que c'est installé. Les systèmes ont besoin de quelques semaines pour s'ajuster parce qu'il faut savoir chaque site est différent. Mhm. Les systèmes ont fait un petit peu d'ajustement des modèles et tout pour que ça fonctionne bien pour chacun des sites. Donc, normalement, d'ici 2 semaines, ils vont commencer à avoir ces données. Donc, eux, ce qui leur intéresse, premièrement, c'est qu'ils veulent bien servir leurs citoyens. Et quand on dit servir le citoyen, ça veut dire toute la connaissance de quand est-ce que l'autobus arrive et tout, et aussi offrir un environnement qui est sécuritaire et qui est propre. Et tout ça en temps réel. Et tout ça en temps réel, évidemment. J'ai vu qu'il y avait, parmi votre test, il y a aussi Exo qui fait Oui, partie de l'écosystème. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? ben, c'est Exo qui nous fournissent leur accès à leur système pour savoir l'horaire d'autobus parce que c'est pas nous qu'on sait quand est-ce que l'autobus arrive. Donc, nous, on fournit l'information qu'ils ont. Donc, c'est Exo, ce sont les opérateurs des autobus parce que, soyons d'accord, au début, c'est un arrêt d'autobus intelligent pour la ville intelligente, mais l'opérateur des autobus, c'est Exo. Donc, ce sont les opérateurs des autobus, c'est eux qui nous fournissent leurs données. Puis parmi leurs données, par exemple, là aussi qu'on fournit aux passagers, des fois dans l'autobus, il y a les systèmes de comptage automatique des passagers. Donc, on sait combien de personnes il y a dans le bus, qu'on peut aussi donner cette information aux passagers. Donc, Ah, l'information va dans les deux sens, là. dans les deux sens. Puis là aussi, on informe s'il y a par exemple des places pour des passagers à mobilité réduite, parce qu'on peut identifier qu'il y a une personne à mobilité réduite. Et là, on dit l'éthique, là, c'est les choses qu'on identifie. Il y a certaines choses qu'on identifie. J'identifie pas c'est qui la personne, mais j'identifie les besoins de la personne. Donc, quand j'en vois, oh, est-ce que l'autobus qui arrive, est-ce qu'il a un accès avec rampe ou un accès pour des personnes à mobilité réduite aussi, ça aide énormément. Puis Exo, dans leur autobus, donc l'autobus qui vient, il y a cette information, donc on le reçoit en temps réel. Donc c'est un système connecté en temps réel avec leur système à eux. Puis nous, on affiche ça. Donc l'horaire d'autobus qui est affiché, c'est donné par Exo.
Est-ce qu'il y a des systèmes qui ressemblent à ça à travers la planète ailleurs qui vous ont inspiré? En fait, c'est que il y a différents systèmes. C'est que l'univers est grand, la Terre est grande. La majorité des systèmes sont consacrés dans les autobus, par exemple, parce que là, on fait des systèmes de repérage dans les autobus ou dans tout véhicule, là où on le sait très bien aujourd'hui, les systèmes de repérage, le système de planification des autobus, ça fonctionne très bien. Les systèmes des arrêts d'autobus, tout le temps, c'est des systèmes qui sont juste qui donnent l'information. Donc, ça donne juste l'information aux passagers. Nous, on Mhm. a dit, tant qu'on va faire un système, pourquoi ne pas ajouter des choses de plus? Donc, nous, on est les seuls aujourd'hui qu'on fait ça. Cette semaine, même notre PDG est à Barcelone, puis on est dans dans une grande foire pour l'une des plus grandes au monde pour les villes intelligentes où on Mhm. participe. On a donné aussi des conférences et tout. Puis surtout, on va installer à Barcelone, à la ville de Barcelone aussi, des unités. Donc, c'est vraiment, ça montre que c'est intéressant. On a participé à plusieurs foires. Une solution qui offre tout ça Ouais. ensemble, ça n'existe pas. Majoritairement aussi, il y a des gens qui font pas de l'affichage, mais qui font des caméras. Des systèmes de caméras, tout ce que ça fait de l'enregistrement, ça fait ça, puis les gens, on n'aime plus ça. On n'aime plus être mis sur des caméras qui nous enregistrent 24/7. Donc, c'est la vie privée des gens. Les gens ne se sentent plus à l'aise. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait pourquoi ne pas faire ce qu'on veut avec la caméra. Je n'ai pas besoin d'enregistrer de point de vue même durabilité, de point de vue bande passante, de point de vue tout. Donc, c'est très demandant de faire des enregistrements ou faire des, 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 des feeds de vidéo. Excusez-moi, là, Ouais. c'est des flux de vidéos qui s'envoient, donc ce n'est pas nécessaire. On envoie juste l'information qui est nécessaire. Et cette information, c'est ce qui est important, c'est une information qui est consommable. Qu'est-ce que ça veut dire consommable? Ça veut dire peut-être partagée avec d'autres partenaires aussi. Ça veut dire il y a d'autres entreprises, on a des partenaires qui offrent d'autres services. Donc, avec ce qu'on offre comme données, ils peuvent la consommer parce que c'est de la donnée qu'il n'y a rien qui nous empêche de la partager avec d'autres, qui peuvent fournir d'autres services à la ville. Si par exemple la ville ou la société de transport utilise un autre service, donc qui pourrait utiliser ces données-là, ça va être partagé. Donc c'est toute cette plateforme qu'on offre, une plateforme qui est ouverte et qui est inclusive. Donc ça inclut tout le monde. Elle est ouverte par sa nature, qu'il n'y a rien qui est confidentiel ou qui contient de la vie privée. Mais reste que ce réseau-là, il y a une trentaine d'écrans comme ça qui sont installés, mais c'est tout de même vous qui opérez le réseau. Vous ne donnez pas les clés aux villes et eux s'arrangent avec ça, là. On ne leur donne pas les clés, mais on leur donne tout un portail qu'ils ont accès où ils peuvent changer le contenu de l'écran. Ben, bien sûr, avec des autorisations et tout. Donc, on a différents rôles qu'on peut attribuer. Ils peuvent y accéder à la donnée. Ils peuvent voir nos tableaux de bord. Donc, on offre aussi des tableaux de bord qui leur donnent déjà une idée. L'opérateur qui rentre, il peut voir ce qui se passe. On peut voir toute la santé des systèmes. Donc, ils Mhm. peuvent le voir. Ils peuvent voir aussi les données qu'ils veulent. Certaines données vont être dans les tableaux de bord qu'on offre nous, qu'on les fait, certains qu'on fait avec certains de nos partenaires. Puis aussi, on leur donne à l'aide des interfaces API, les interfaces de programmation Mhm. applicative. On leur offre aussi des accès, des points d'accès sécurisés où ils peuvent y accéder à la donnée. Donc, ils peuvent le faire. Ils peuvent changer certaines choses aussi. Ils peuvent, par exemple, là, je veux pas, par exemple, du comptage. Maintenant, il n'y a pas, je veux l'annuler ou je veux changer la langue. Par exemple, ici, j'ai cette région-là, j'ai certains citoyens qui sont anglophones, on parle au Mhm. Québec, puis je veux annoncer 2 langues. Notre système, ça peut fonctionner jusqu'à 4 langues aujourd'hui en même temps. Ah. Ça veut dire l'annonce vocale, ça se fait 4. Donc, c'est eux qui vont le faire une par une. Donc, ils peuvent toujours avoir un contrôle complet du système. Mais je vais vous demander en terminant, c'est un vaste réseau d'affichage intelligent. Est-ce qu'on peut penser qu'à moyen terme et à long terme, quand ça sera installé de façon permanente à travers les municipalités au Québec et ailleurs dans le monde, ça pourrait aussi vous faire un vaste réseau d'affichage publicitaire? Est-ce que ça fait partie de votre Parallèlement, modèle? oui, oui. Déjà, on est en discussion avec les plus grandes agences de publicité, puis on est en discussion étroite, par exemple, même avec Québécois Média, ici au Québec, d'autres aux États-Unis. Donc oui, on est ouvert à ça, donc parce qu'eux, ils ont les accès à ces sites-là.
ils peuvent afficher sur le nôtre, ils peuvent l'avoir aussi pour leur rendement, ça pourrait être complémentaire ou ça pourrait aussi afficher aussi certains outils publicitaires éventuellement. Ça pourrait aussi notre système avec lequel ça peut s'intégrer. C'est ça la beauté de notre système, comme on l'a fait, c'est que notre solution, ça peut s'intégrer à n'importe quel mobilier urbain. Mhm. Ça veut dire, oui, il y a une forme de drapeau qu'on fait pour les arrêts d'autobus, mais puisque c'est notre conception 100%, c'est une conception 100% de basse-passe, donc on peut l'intégrer directement dans n'importe quel mobilier urbain pour contrôler d'autres écrans, pour avoir d'autres fonctionnalités, pour contrôler d'autres caméras aussi. Donc, OK. c'est vraiment là, c'est un outil qui est très facile à intégrer parce que ça ne prend pas aussi de l'installation électrique. Ça prend pour Sainte-Julie et Sainte-Thérèse, là, on a fait l'essai, ça prend moins de 30 minutes, puis c'est opérationnel. Les gens qui voudraient suivre de plus près votre initiative, votre test pilote, mais aussi l'initiative et garder le contact avec vous, par où ils peuvent passer? Sur notre site web, on a notre flux aussi sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, où on affiche ce qu'on fait, nos avancements. Donc, cette semaine, vous pouvez aller voir sur la page LinkedIn de BassPass Inc. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait à Barcelone. Vous allez voir certaines affaires éventuellement à Barcelone ou à Sainte-Julie ou d'autres villes comme New Jersey aussi, qu'on avance bien avec eux. On a plusieurs initiatives, je ne vais pas les citer toutes, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux éventuellement. Donc, c'est là où tout le monde sont là. Puis, sur notre site web aussi, on met quelques informations, des fois quelques nouvelles. On a beaucoup de collaborations avec les universités. On publie beaucoup scientifiquement aussi. Les recherches qu'on fait, c'est à la fine pointe de la technologie où on fait des articles scientifiques qui sont publiés dans des grands journaux, dans des grandes conférences internationales. Oui, c'est Amazon. Je rappelle, vous êtes directeur de la technologie et vice-président innovation chez BuzzPass. Félicitations pour ce pilote et ce produit que vous êtes en train de développer. Puis, je vous dis merci d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. Puis, à une prochaine. Merci beaucoup, Bruno, pour l'invitation. C'était un plaisir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Cette semaine, les produits du Québec et Amazon organisaient un événement pour souligner leur partenariat. Un partenariat qui semble pas mal bien fonctionner depuis février. Et ce partenariat, il permet de mettre de l'avant des fabricants et des marchands québécois sur la plateforme de vente internationale. Pour faire le point sur cette collaboration et les services qui sont offerts aux marchands québécois, je me suis entretenu un peu plus tôt cette semaine avec le gestionnaire principal succès client chez Amazon, Alex Seal. Voici notre échange. Cette semaine, vous avez rencontré des marchands qui étaient intéressés par l'offre de partenariat avec Amazon. C'est dans le cadre des produits du Québec. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Parce que ça fait quand même un moment maintenant que vous êtes à travailler à la promotion, à la mise en valeur des produits au Québec. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux marchands qui étaient présents cette semaine? Et alors aujourd'hui, nous avons tenu une présentation pour présenter vraiment les bénéfices de vendre sur Amazon pour les entreprises québécoises en partenariat avec les produits du Québec. C'est vraiment pour montrer tous les avantages qu'a Amazon pour les marques qui cherchent à se développer au Canada et à l'international également après s'être lancé au Canada. Qu'est-ce que vous tenez comme bilan jusqu'à maintenant de ce partenariat? Alors, c'est un bilan très, très positif. Nous avons créé notamment une page Les produits du Québec directement sur amazon.ca. Donc, on offre une représentation des marques qui font partie des produits du Québec avec un déplacement spéciaux sur Amazon, vraiment pour apporter de la visibilité de ce partenariat sur Amazon. Vous avez un programme de logistique d'Amazon. Qu'est-ce que c'est au juste? Parce que ça peut intéresser les petites entreprises québécoises. Absolument. En fait, ce que nous proposons chez Amazon, c'est à ces marques, à ces vendeurs de vraiment prendre avantage de toute l'infrastructure logistique qu'Amazon propose au Canada. Et donc, notamment, nous permettons en fait que ce soit que ce soit un
très grand vendeur ou un tout petit vendeur, d'avoir accès aux mêmes outils les uns les autres, notamment au centre de distribution et de stockage Amazon, qui permettent aux commandes d'arriver dès le lendemain Mhm. chez les clients. Quel conseil vous donneriez aux entreprises locales qui débutent dans la vente en ligne pour réussir sur la plateforme d'Amazon? Alors, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de finaliser leur inscription sur Amazon. Parce que beaucoup d'entreprises se lancent, mais ne finissent pas les premières étapes. Et puis ensuite, c'est vraiment d'être guidé sur le parcours que nous avons mis en place sur le lancement, étape par étape. Et notamment la présentation que nous avons eue avec les produits du Québec aujourd'hui présente toutes les étapes une par une. Nous avons vraiment créé des guides sur le site Seller Central qui permettent, et notamment des cours qui permettent aux vendeurs de suivre étape par étape les paramètres qu'ils doivent mettre en place pour vendre sur Amazon. Donc vraiment suivre ce que nous avons créé comme guide et tout devrait très bien se passer. Ça fait longtemps que vous travaillez avec les entreprises comme ça pour les aider à aborder la plateforme Amazon. Selon vous, c'est quoi les principales erreurs que les nouveaux vendeurs sur Amazon doivent éviter? Alors, les premières erreurs, hein, alors tout dépend bien sûr de la taille, du type de produit, mais je dirais que les erreurs les plus communes que nous avons, c'est vraiment de ne pas considérer un lancement sur Amazon comme un projet qui nécessite de l'implication. C'est-à-dire que on a souvent le cas de vendeurs qui vont juste vouloir tester Amazon avec un ou deux produits alors qu'ils ont un catalogue assez étoffé. Le but vraiment, c'est qu'ils ouvrent en fait sur la place de marché un nouveau magasin qui devrait ressembler au magasin qu'ils ont sur leur site internet ou sur les autres canaux de vente dont ils disposent pour vraiment prendre avantage de tout le trafic et de tous les nouveaux clients potentiels que Amazon peut offrir. Donc de faire un lancement partiel sur Amazon, généralement pas une très bonne idée. C'est vraiment un projet sur lequel il faut se lancer à 100% pour avoir des résultats qui brillent. Vous le disiez, je veux revenir sur des choses que vous avez dites. D'abord, Amazon, vous le disiez, propose différents outils de marketing pour les vendeurs, pour les aider. Ça ressemble à quoi si vous me parliez d'un ou deux, là? Bien sûr. Alors, trois outils principaux. Nous avons donc la logistique avec la distribution par Amazon, expédiée par Amazon, FBA. Et le deuxième outil vont être tous les outils promotionnels que nous avons, donc qui vont permettre aux vendeurs de créer un magasin qu'on appelle le Amazon Store, ce qui va permettre de recréer en fait un mini site internet de leur marque directement sur Amazon, de pouvoir ajouter des vidéos, de pouvoir aussi faire des réductions de prix, des coupons. Amazon a énormément d'outils promotionnels. Et puis tous les outils publicitaires qui vont permettre vraiment de pousser les pages produits auprès de clients potentiels qui se trouvent sur Amazon, mais également hors de la plateforme Amazon. Nous avons des outils publicitaires qui permettent de mettre en place des campagnes qui vont apparaître sur des sites tiers. Alex, d'où vous êtes, je présume que vous avez une bonne vue de l'ensemble du Canada. Est-ce que les marchands du Québec font bien, aussi bien, moins bien que l'ensemble des marchands ailleurs au pays? Ils font très bien et nous avons énormément de success stories parmi les marques québécoises avec lesquelles nous travaillons. Donc oui, effectivement, les vendeurs ont accès aux mêmes outils. Que vous soyez une très grosse marque comme un Apple ou un Sony ou une petite marque québécoise sur Amazon, vous serez vraiment traité de la même façon. Vous aurez accès aux mêmes outils pour vous développer. Et en terminant, est-ce qu'il y a des tendances de consommation sur Amazon que vous observez par rapport aux produits locaux du Québec? Alors, les tendances vraiment être les mêmes qu'on voit sur la saisonnalité sur les places de marché, c'est-à-dire que l'été, on va avoir des produits qui sont voilà pour tout ce qui est les catégories de camping, par exemple, les accessoires de mer. Nous travaillons notamment avec Mathias Marine, qui est assez développé au Québec, et donc on va voir que les ventes de produits pour l'été en fait
vont augmenter durant ces périodes-là. Et puis tout ce qui est accessoires hiver, neige, par exemple, la saisonnalité est très 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 importante sur Amazon. En terminant, une petite entreprise, un petit commerce ou un moyen commerce qui s'intéresse à devenir partenaire d'Amazon Canada, c'est quoi le meilleur chemin à prendre pour vous contacter et commencer? Alors, le meilleur chemin à prendre, c'est d'aller sur le site Amazon Vendeur qui s'appelle sell.amazon.ca. Et à partir d'ici, vous retrouverez toutes les étapes pour vous lancer sur la place de marché Amazon et des guides étape par étape avec des vidéos et explications qui vont suivre. Donc, on a vraiment rendu l'expérience d'inscription sur Amazon très facile et très intuitive. Alexis, vous êtes gestionnaire principal succès client chez Amazon Canada. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. C'est le tour de mes collaborateurs et on s'en va commencer ça en Europe. Thierry Aubert nous propose cette semaine une rencontre avec l'animateur et concepteur du podcast belge Les Technos, qui célèbre les 10 ans de son rendez-vous. On l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. On va encore parler dans cette chronique d'anniversaire, mais cette fois-ci c'est du côté de la Belgique qu'on va se rendre et on va aller à la rencontre de Marc Lescoire. C'est un homme de radio spécialisé dans l'animation, dans la réalisation, la production, mais également dans la diffusion. Mais il est surtout à l'origine du podcast Les Technos, lestechnos.be, qui fête ses 10 ans cette année. Alors tout de suite, une question, Marc. Quelle a été l'idée de départ de ce podcast ? Alors au tout début, avant que ça ne s'appelle Les Technos, c'était un podcast que je réalisais pour le compte de mon employeur, parce que je travaille dans les médias et que à cette époque-là, il y avait une envie de la part de certains médias de se lancer dans le podcast de cette manière-là, un petit peu sur le côté, avec des sujets un peu de niche, comme on dit, et les nouvelles technologies avaient le vent en poupe. C'était au début de l'année 2010, et donc on a produit un podcast qui s'appelait Les Technophiles, avec une sélection de chroniqueurs que j'avais été chercher dans le monde des startups, dans le monde des médias, etc. Et on a fait ça pendant 130 épisodes avant d'arrêter, parce que peut-être qu'on était un petit peu trop tôt, et que donc mon employeur a dit à un moment donné, bon bah ça va, on arrête les frais, on va passer à autre chose. On l'avait fait fort dès le départ, parce que dès le départ, on avait introduit la vidéo, puisque c'est une société audiovisuelle qui fait aussi de la télévision, et donc on a la maîtrise de ces outils-là, et donc on avait fait un podcast audio, mais filmé, et donc on proposait ça sur nos différentes plateformes, et bien entendu sur les plateformes de podcast. Et puis 2010, on a commencé une nouvelle saison, enfin un nouveau chapitre, on va dire, qui s'appelle Les Technos, avec grosso modo la même équipe, augmentée de quelques auditeurs qui nous ont rejoints en tant que chroniqueurs. Quel a été le plus grand défi dans cette aventure de podcast ? Deux défis, l'un technique et l'autre plus humain, j'ai envie de dire. C'est de tout d'un coup, au niveau humain, en ce qui me concerne, devenir manager. Parce qu'il faut manager une équipe de entre 6 et au maximum on était 12, entre 6 et 12 chroniqueurs. À distance, puisque tout le monde est un petit peu éparpillé. Tu es en Suisse, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a en Thaïlande, il y en a au Togo, et donc c'est un petit peu difficile à gérer. Et puis il faut aussi le dire, c'est pas parce qu'on est un bon tech ou un bon informaticien ou un bon ingénieur que pour autant on est quelqu'un qui s'exprime facilement devant un micro ou une caméra. Et donc là il y a du coaching aussi à faire régulièrement et réexpliquer régulièrement les choses. Et puis sur l'aspect technique, le challenge, c'était de faire justement tout ça à distance, et on était bien avant le Covid, donc de faire tout ça à distance, en audio, et un audio de qualité de préférence, puisque c'est un podcast audio avant tout, et puis également en vidéo, puisqu'on tenait à poursuivre sur cette voie-là, la vidéo étant un peu le moteur, enfin je veux dire comment on peut dire ça, la vitamine qui allait propulser les premiers épisodes et les premières saisons des Technos. Ça a permis, grâce à YouTube, il faut pas s'en cacher, de se faire connaître peut-être un petit peu plus vite que si on s'était simplement lancé en tant que simple podcasteur audio. Avec l'avènement des nouveaux outils, des nouvelles solutions, est-ce que tu as vu des
des moyens, des outils, des solutions qui ont impacté le podcast ou le travail sur le podcast en général? Fondamentalement, les premières années, non. Je veux dire, c'est faire du son. Moi, je viens de la radio au départ, donc faire du c'est sur les principes de base, on est sur les mêmes principes. C'est pas le même métier, hein, j'ai pas dit ça. La radio, c'est la radio. Faire des podcasts, c'est faire des podcasts. C'est pas, l'intention n'est pas la même. Même si les outils sont les mêmes, ils sont là, ils sont éprouvés depuis de longues années et il y a plein de gens qui savent faire. Ces dernières années, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on voit quand même des outils qui commencent soit à aider, soit à remplacer le podcasteur. La transcription, par exemple, qui était un truc, on n'osait pas y rêver il y a 10 ans, qui permet d'avoir cette transcription par texte et de se permettre comme ça de faire un résumé ou de partager le podcast qu'on vient d'enregistrer sur base d'un texte, parce que c'était pas un texte au départ, c'était une interview et c'est bien d'en avoir une trace écrite et tout ça. Ça, je trouve ça fantastique. C'est un gain de temps fou. Moi, j'ai tendance à dire, par rapport aux intelligences artificielles, je donne aux intelligences artificielles tout ce sur quoi j'ai pas de valeur ajoutée. Ce canal de diffusion qu'est le podcast, comme tu aimes le rappeler, intéresse de plus en plus de gens qui veulent se lancer à produire du podcast. Quels conseils tu leur prodiguerais? C'est difficile de donner des conseils aux gens sur ce domaine-là. Moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, enfin en tout cas d'un point de vue technique, parce que c'est ça en fait, le podcast, s'il n'y a pas de technique, c'est moins agréable à écouter. On peut perdre beaucoup de temps. Alors tout dépend du contenu évidemment, hein, mais on peut perdre beaucoup de temps à faire un super bon contenu, mais pas savoir le mettre en son. Donc c'est déjà se former ou s'associer avec des gens qui savent faire du son ou qui aiment faire ça. Parce que c'est pas parce qu'on aime parler d'un sujet qu'on aime faire de la technique aussi. Voilà, tout le monde n'est pas un couteau suisse. Je dis ça un Suisse, mais je pense que la noblesse du podcast vient du fait que c'est fait sans chercher nécessairement un retour financier. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années des technos? Je sais pas s'il y aura encore 10 ans des technos. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui dans le podcast. Il faut être humble par rapport à ça et pouvoir regarder le paysage en se disant, bah, finalement, il y a des gens qui font les choses très très bien. Mieux que je ne pourrais le faire peut-être, sans doute même. Est-ce que j'ai encore l'énergie pour le faire et d'essayer de tendre à aller à faire des trucs aussi bien, aussi soignés, aussi intéressantes, ou autre aspect, autre vision, est-ce que j'ai assez de réserve et d'énergie pour aller chercher encore autre chose, un autre format, une autre idée que personne n'a encore fait? J'en sais rien. Aujourd'hui, je sais pas du tout. Alors tu le sais peut-être, les auditeurs de Mon Carnet l'ont probablement remarqué, je finis toujours ma chronique par une accroche qui est toujours identique et toujours la même, le fameux « à bientôt si c'est pas avant ». Quelle serait la tienne pour souhaiter au revoir aux auditeurs de Mon Carnet? Alors, au revoir aux auditeurs de Mon Carnet qui sont partout en francophonie, donc c'est difficile de cibler particulièrement. J'ai juste envie de cibler Bruno et lui faire un gros bisou. Non, ouais, moi, Bruno, c'est un de ceux qui m'a donné envie. Je le dis comme ça en aparté, mais c'est un de ceux qui m'a donné envie de faire des podcasts. J'avais un peu raté le coche au début parce que j'étais encore très dans la radio linéaire. Je venais de créer une radio bruxelloise avec des collègues, et donc quand les podcasts sont arrivés, moi j'étais pas du tout dans ce trip-là, et donc j'ai un peu raté le coche. Et puis je suis tombé sur une conférence que donnait Bruno, et puis je l'ai écouté parler, ça m'a intéressé et j'ai été un peu plus loin. Et c'est un des points par lesquels je suis passé. Ça reste un excellent souvenir, et on n'oublie pas cette voix si particulière de Bruno, une voix tellement radiophonique, je trouve, parce que c'est une identité à elle seule. C'est bravo Bruno. Merci Marc, ça sera le mot de la fin, et encore bravo pour ces 10 ans de production. Eh bien, bravo à toi, Marc, pour ces 10 ans de rendez-vous avec tes collaborateurs et surtout avec tes auditeurs. Je sais tout le travail qu'il faut mettre là-dessus. Je ne fais que te remercier. Et puis, quand même, merci pour tes bons mots à mon endroit, quant à ma voix, notamment. Je me joins à pas mal de monde pour te souhaiter, à toi et ton équipe, un autre 10 ans pour ta balado. Salut! Au tour
maintenant de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane nous fait un clin d'œil sonore alors qu'il est parti s'inspirer ailleurs et c'est de là, d'ailleurs, qu'il nous fait parvenir cette carte postale sonore. En avril dernier, je vous avais parlé de la face cachée du Costa Rica, celle qui disait « Oubliez le café et les bananes ». Le Costa Rica va bientôt produire de l'intelligence artificielle. Eh bien voilà, sachez que je suis présentement au Costa Rica, que je pense à vous, mais que je ne produirai pas de chronique cette semaine. Je vous laisse écouter le pourquoi. Ben voilà, quand même, ça fait son effet, un petit son de la mer comme ça. C'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber et Stéphane Ricoul pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous aussi qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.